Et on est en direct. Il n'y a pas encore de monde pour le moment. Le temps qu'il se connecte. On est branché du coup? Ouais. Il y a une personne qui vient de se... Tu reviens sur moi après si tu veux. Ouais. Ça va être... Et bonjour tout le monde. On vient juste de lancer le direct et comme d'habitude, voilà, Chef Jésus à Bordeaux pour ce bel atelier autour de l'Institut Bergonié et les tapas aujourd'hui. Et comme d'habitude, on prend voilà, 5-6 minutes pour que tout le monde nous rejoigne. Je suis très content parce qu'il y avait plus de 35 personnes qui étaient intéressées par le cours d'aujourd'hui. Quel succès! On a une personne d'inscrite hein, pour l'instant, c'est ça qui est connecté. 3, ben voilà, ça arrive tranquillement. Alors en général, de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, je démarre assez vite. L'idée c'est qu'on démarre et puis après, tout le monde prend le train en route. Je rappelle que si vous voulez cuisiner avec moi, manifestez-vous auprès d'Audrey. Donc Audrey s'occupe de la modération aujourd'hui, elle sera derrière l'ordinateur. Et derrière la caméra, vous aurez Éléonore et Nine qui font leur baptême du feu, c'est leur premier jour de stage. Elles sont à l'école hôtelière Vatel à Bordeaux. On a Charline aussi qui est dans les bureaux. Enfin voilà, bref, on a tous repris du... Ça repart plein pour elle, le travail. Allez, 3, 4 inscrits. J'attends. 6, 7, 10, 8. Merci. Vous pourrez poser toutes vos questions en écrivant, donc du coup, directement depuis la petite interface Facebook. Audrey me fait des petits signes à chaque fois en me disant « Chef, on a une question ». Si vous n'avez pas de question, c'est moi qui vous en pose. D'ores et déjà, pour celles qui sont connectées, signalez-vous auprès d'Audrey qui cuisine en même temps que moi. Ça me permet de savoir si je vais un peu plus vite, un peu moins vite. Vous savez que ce cours, c'est autant d'astuces que de cuisine. On s'est rendu compte qu'il y en a eu beaucoup d'entre vous qui préféraient regarder ça comme une émission de télé et puis finalement recuisiner plus tard. Je vous rappelle aussi que les recettes sont dans l'onglet discussion. Donc quand vous allez sur l'événement et que tous les cours, vous pouvez les revisionner puisqu'on les enregistre à la fin et on les met à disposition sur le Facebook de l'Institut Bergonié. Et donc les recettes voilà, sont sur l'onglet discussion. Il y en a 5 aujourd'hui. J'ai un petit peu chargé la mule, mais j'avais envie de vous faire plaisir, un petit feu d'artifice avant de partir en vacances. Voilà, on est 10, et ben on va pas tarder. Je laisse encore 2 petites. En général, on commence à 15h05. Hein. Vous avez vu, les filles ont déjà commencé à faire un petit tour de plateau, mais on va y revenir dans 2 secondes. Je voulais juste replanter le décor à nouveau. Voilà, le temps que la cafetière est en train de s'arrêter, on n'avait pas pensé à l'arrêter avant. Donc bienvenue à l'atelier. On est rue Pelleport à Bordeaux. Pour celles qui ne connaissent pas, eh bien bonne nouvelle, vous allez bientôt pouvoir revenir ici, puisque depuis 1 an, avec cette crise du Covid, on avait tout arrêté, on avait tout mis en digital. Quelle aventure, quelle expérience. En tout cas, eh bien, il y a quand même eu de la chaleur dans tout ça, parce qu'on a passé quand même une année, une fois par mois. Pour moi, ça a été une expérience formidable. On n'a pas rompu les liens, c'était ça qui était le plus important. Je me souviens du coup de fil que j'ai passé à l'Institut Bergonié quand on nous a annoncé le confinement et qu'on m'a dit qu'on arrêtait les cours ici. On s'est dit mais comment on va faire, voilà. Et on a mis en place le digital. Aujourd'hui, ça nous semble évident. Je peux vous dire qu'il y a 1 an, c'était pas évident du tout. On n'avait pas le dispositif, on savait pas comment on allait faire, on savait pas par quelle boule prendre. Mais c'est comme un tableau, hein. Quand il est peint, on peut le critiquer, mais quand il est tout blanc, c'est pas facile de le peindre. Je vous dis ça alors qu'il y a la pluie qui est en train de s'abattre sur Bordeaux. On est en train de se prendre un abado, comme on dit ici. Donc voilà, ces cours mis en place, avec beaucoup de suivi, beaucoup de régularité. Je parle un tout petit peu de ces cours en digital, puisqu'on est en train d'imaginer la suite. La suite, c'est forcément les cours en présentiel. Ça, on vous donnera les indications. Vous passez par l'ERI, qui est l'espace rencontre information de Bergonié. Vous vous inscrivez. On est en train de faire les plannings de rentrée. On reprendra en septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, nos petites habitudes. Je vous rappelle qu'on n'avait pas que les cours, on avait aussi des food tours, on avait des tours de marché où on allait tous ensemble sur le marché pour déguster les produits. Tout ça, on va le remettre en place avec sûrement des petites règles de distanciation encore. On sera d'ici là tous vaccinés, je pense, d'ici la rentrée. Mon tour approche très vite d'ailleurs. Et du coup, on reprendra. Pourquoi je vous parle du digital? Puisqu'on est en train d'imaginer avec les équipes de Bergonié de quand même continuer à avoir une série de cours en digital. Ça nous semble évident qu'aujourd'hui, arrêter ces cours alors qu'on s'est rendu compte que
vous étiez assez... Alors, j'utilise toujours le féminin parce que c'est vrai qu'on est plus de filles que de garçons dans ces cours. Les mecs, vous venez quand vous voulez, hein, c'est ouvert. Mais on s'est rendu compte que par exemple, si vous étiez sur le bassin d'Arcachon ou du côté de Langon, eh bien, venir jusqu'à mon atelier, quand on a eu un soin quelques jours avant, ou qu'il y en a un qui est programmé, ou qu'on est un petit peu fatigué, bah, ça peut sembler le bout du monde. Voilà. Et que quand vous êtes chez vous, bah, on appuie, vous êtes avec votre chef préféré, comme ça pendant 2 heures, on est ensemble, et le lien n'est pas rompu. Donc à la rentrée, digitale et présentielle, ce sera sûrement la nouvelle donne. Et tant que je parle de ces ateliers, eh bien, je remercie la société Pomona. Allez voir sur leur site, hein, Pomona, ils distribuent pour tout ce qui est CHR, collectivité, hôtellerie, restauration. Ils ont énormément souffert de la crise, mais ils sont encore debout. J'étais avec leur PDG Renaud Grenand l'autre jour, qui vous passe le bonjour. Et pourquoi je parle de Pomona? Parce que Pomona finance ces ateliers. Voilà, il y a toujours une réalité financière, hein, derrière une action. Et Pomona est celui qui finance une partie de ces ateliers pour qu'ils puissent avoir lieu. Voilà, le décor est planté. Audrey à la modération, qui travaille à l'Institut Bergonnier, et Nine et Léonore qui vont filmer comme ça, à tour de rôle. Je vous demande de vous signaler si vous cuisinez comme ça. Audrey, on fait un petit point au standard. Pour le moment, personne ne cuisine. Tout le monde regarde. Mais Ok. on a un petit message de Sylviane qui a dit bravo à vous tous. Qu'elle a bien connu les cours parce qu'elle a travaillé à Bergonnier pendant 16 ans. Merci Sylviane. Et elle a dit que c'était toujours de la bonne cuisine et qu'elle suit toujours ça, même après sa retraite et tout ça. Ok, ah bon, bah, du coup on a fidélisé un petit peu. Alors l'avantage c'est que aussi ce Facebook c'est une antenne ouverte. On s'était posé la question aussi de savoir est-ce qu'on passait par une autre plateforme, hein, style Zoom qui vous permet d'accéder avec un code. C'est ce que je fais avec d'autres instituts. Bergonnier a décidé de laisser cette plateforme totalement ouverte. Ça veut dire que vous pouvez aussi en parler autour de vous. C'est pas parce qu'on n'est pas en parcours de soins à l'Institut Bergonnier qu'on va blinder les cours ou les bloquer. Au contraire, plus on sensibilise les gens et plus on sensibilise à la cause, et plus on avance, je serais tenté de vous dire. Voilà, allez, on passe 2 heures ensemble, vous m'interrompez quand vous voulez via Audrey, et on va planter le décor. Les filles, vous allez prendre la caméra, et on va commencer, comme d'habitude, à parcourir les plateaux. On a ici, donc, vous avez publicité l'atelier tapas, hein, c'est vous qui avez fait le menu aujourd'hui, enfin en tout cas la thématique. Les montaditos. Le montal, ça veut dire assembler, monter, mettre des choses sur une assiette et en général plutôt sur un petit morceau de pain. Alors là, je vous emmène à Saint-Sébastien, on va faire des montaditos. Vous avez déjà vu ces assiettes où il y a plein de tapas, vous vous servez, il y a des petits pics et à la fin vous payez. On va faire un petit confit d'oignon. Pour faire le confit d'oignon, il nous faut des oignons, de l'échalote, du vinaigre d'alcool de cidre. Ça peut être du vinaigre de pomme, ça peut être un vinaigre blanc aussi. Du sirop d'agave, mais ça peut être du miel. Un petit peu de moutarde, ça c'est pour faire le lomo nous-mêmes. Le lomo, vous pouvez aussi l'acheter déjà tout prêt. C'est ce qu'on appelle le lomo adobado, déjà préparé. Le lomo, en fait, c'est simplement du filet mignon. Il y a juste qu'en Espagne, le filet mignon est coupé beaucoup plus large que chez nous. Il est plutôt coupé comme une chaînette. Du sucre brun, et on aura ce qu'il faut pour faire un petit assemblage. Donc pain grillé, confit d'oignon ou confiture d'oignon et des petits morceaux de lomo dessus. C'est plus vite mangé que préparé. Le deuxième montaditos, il sera sur quelque chose que j'affectionne beaucoup puisqu'on va faire des œufs mimosa. œufs durs, on va monter une petite mayonnaise, je vais sortir quelques épices au passage, on les agrémentera avec un peu d'oignon nouveau, quelques petites tomates cerises pour la déco, toujours une tranche de pain grillé. Et là, je vous ai pris du bellota. Vous pouvez prendre du Bayonne, du jambon de Parme, n'importe quel jambon cru. On rappelle la différence, un jambon cru, c'est un jambon, donc une cuisse de cochon, qui est passée dans de la saumure et qui est cuite au sel. C'est pour ça qu'on dit cru, même s'il est cuit au sel. Et le jambon cuit, c'est les fameux jambons blancs, jambon de York, jambon de Paris, hein, qui sont cuisses de porc et cuites dans un bouillon. Et je rappelle que le jambon blanc, normalement, il est gris et pas rose. S'il est rose, c'est qu'il a des nitrites. Et il y a une loi qui est passée d'ailleurs récemment qui interdit enfin les nitrites. Voilà, donc on va manger un peu plus de cochon et moins de cochonnerie. Hop, on change de plateau. Et au milieu, on a des moules en escabèche. L'escabèche que vous retrouvez avec les sardines, avec les moules, il y a plein de produits dits en escabèche. L'escabèche, c'est simplement un petit assortiment, un petit méli-mélo de légumes, en général carottes, ail, oignons, céleri branche. Moi, j'ai décidé d'y rajouter du poivron aujourd'hui et quelques queues de persil.
qu'on va faire mariner dans du vinaigre. On va ouvrir nos moules à l'ancienne, avec un petit courbouillon rapide, express, et on viendra garnir nos moules avec cette escabèche. Donc on est sur un chaud-froid acidulé. On pourra faire la même chose avec des sardines, et on l'expliquera tout à l'heure. Et il nous reste 2 petites tapas. Alors, tout à gauche, comme ça on finit avec l'Espagne, des feuilles de wraps, et les filles vont enlever le petit sachet fraîcheur à un moment, parce qu'on ne voulait pas que ça dessèche. Des oignons nouveaux, on va faire une crème de petits pois, rien de compliqué, hein. Petits pois cuits, crème, mixée. On va étaler tout ça dans les galettes de... Tu veux bien l'ouvrir en même temps, c'est pas grave, on peut voir tes mains. Voilà, les petites galettes de wraps qui sont des galettes de blé, et du chorizo en lamelles. Et on va couper ça un petit peu en biais, on va faire un joli dessin. Et on finit avec une tapas qui n'est pas très espagnole mais qui est plutôt nordique. On va faire une petite verrine de hareng, fromage grec, des noix, de l'oignon doux ou de l'oignon rouge. Si c'est de l'oignon doux, c'est ce qu'on appelle l'oignon doux des Cévennes, qui est très peu fort et très sucré, pardon. Et un petit peu de hareng doux. Voilà, allez, on revient en cuisine et on va démarrer gentiment. Sandrine et Micheline disent bonjour, qu'elles cuisinent pas, mais bonjour à tous. Ok, bonjour Sandrine, bonjour Micheline. Alors, pourquoi on a mis une modération aussi? Vous savez que quand on a démarré les cours en digital, j'ai vu plein de confrères faire des cours en ligne. J'ai vu aussi tout ce que j'avais pas envie de voir, c'est-à-dire des gens qui passaient leur temps à dire bonjour à des écrans et finalement il se passait rien. On a peut-être autre chose à faire dans la vie que de perdre du temps. L'idée c'est quand même de passer un moment convivial, mais d'aller à l'essentiel avec la cuisine. Donc c'est pour ça qu'Audrey de temps en temps me fait passer vos petits coucous et ça me permet de me tenir informé, mais effectivement je n'ai pas à m'occuper de l'écran, ce qui fait que du coup la boucle est bouclée et vous inquiétez pas, elle me fera des petits signes. Donc surtout n'hésitez pas, ne restez pas en plan s'il y a une question ou quelque chose que j'ai expliqué et que vous n'avez pas compris. On va commencer par le premier montadito. Donc moi je vais commencer à récupérer les ingrédients au fur et à mesure. Ici regardez, on va faire, alors, confit d'oignon, vous faites avec, normalement on prend ce qu'on appelle de l'oignon commun, c'est-à-dire de l'oignon orange, voilà. Ici on va partir simplement sur des oignons rouges parce que j'ai trouvé que ça mettrait un petit peu de couleur. Je vais remontrer une dernière fois pour la saison comment on coupe un oignon quand on veut l'émincer. Vous avez vu que là je lui ai coupé la tête. Désolé les filles pour celles qui ont déjà vu, mais ça fera les petites révisions avant les grandes vacances, hein. Comme ça, quand vous aurez votre cahier de vacances pour l'été, vous saurez. Là, on prend la petite pointe du couteau, on vient faire le tour de la racine. C'est simplement pour dégager la partie comme ça qui est déjà sèche. Et ensuite, de chaque côté, je vais faire une toute petite incision qui part de la base vers la tête que j'ai découpée. Et à l'opposé, je vais faire la même incision. Alors, vous dites, à quoi ça sert tout ça, chef? Eh bien, ça sert simplement à pouvoir enlever les pelures. Les pelures, s'il vous plaît, vous me les enlevez avec le couteau et pas avec les ongles. Et regardez, voilà, quand j'enlève la pelure ici, eh bien tout simplement, elle vient se défaire à ras, puisque j'avais déjà découpé autour. Quand est-ce qu'un oignon est complètement pelé? Eh bien, c'est quand il brille, hein. Tant qu'il ne brille pas, c'est qu'il y a sûrement une pelure que vous avez oublié d'enlever. Je rappelle que les pelures sèches, c'est la même chose que ça, il y a juste qu'avec le temps, la pelure s'altère. Et à l'époque, les anciens pouvaient vous dire si on allait avoir un hiver rigoureux ou pas, en sachant le nombre de pelures qu'avait un oignon, puisque l'oignon se protégeait plus ou moins. On l'a entièrement pelé, je vais vous montrer. Les autres, je vais les faire plus rapidement, mais là, je voulais quand même vous montrer. On le passe sous l'eau rapidement, pour 2 raisons. Le fait de l'avoir passé sous l'eau, ça le nettoie, et la petite pellicule d'eau nous sert aussi d'écran protecteur. Là, les filles, c'est pour vous apprendre à ne pas pleurer, hein. On coupe pile poil au milieu. Pourquoi j'ai gardé la base? On le voit très bien ici, c'est que la base, c'est celle qui tient toutes les feuilles de l'oignon. Si j'avais coupé cette base, comme la plupart du temps vous le faites, et moi aussi je le fais aussi quand j'oublie de faire les choses bien, eh bien on va avoir tout l'oignon qui va se défaire, alors que là en fait il tient. Pourquoi il tient? Parce que regardez, maintenant je vais simplement le couper d'abord à la verticale. Je rappelle que quand on coupe un oignon, très important, je n'appuie pas. Plus vous appuyez, plus vous sollicitez la force de l'oignon, plus ça gicle. Et plus ça gicle, plus ça atteint vos yeux. Alors qu'est-ce qu'ils font vos yeux? Ben, ils pleurent, simplement qu'ils se lavent, hein. Vos yeux vont fabriquer de la larme parce qu'ils sont agressés par le produit que contient l'oignon. On les coupe, donc voilà, on cisèle, vous voyez, tac. Moi j'ai un couteau qui coupe plutôt bien. Petit couteau d'office, hein, ça coûte 15 €.
Pas besoin d'acheter des couteaux à 150 balles pour bien cuisiner. On peut faire les choses très bien avec des petites choses simples. Ensuite, on va partir à la verticale. Regardez, faites attention de ne pas vous couper, bien évidemment. Voilà, je vais faire la même chose ici. Là. Et ça permet quoi? Ben, ça permet ensuite de mettre tous les doigts sur son oignon et simplement d'aller découper son oignon. Vous voyez, regardez, en deux. J'ai pas inventé l'eau chaude, hein. Ça c'est de la méthode de CAP BEP. Tac. Voilà. Voilà ce qu'il vous reste, la base qui tenait la totalité de l'oignon. D'accord? Voilà. Et là, on va pouvoir faire en deux, couper nos oignons. L'autre méthode aussi, c'est vous pelez votre oignon, vous lui enlevez juste le trognon, vous me le coupez en 4. Vous savez que je suis un gros adepte du robot coupe. Et vous mettez simplement dans votre robot des petits coups de pulse, comme on dit. Vous tournez 3 secondes, vous arrêtez, 3 secondes, vous arrêtez. Et là, vous allez voir que très vite, vous allez vous retrouver avec un petit hachis d'oignon qui va vous éviter peut-être de faire ce petit côté un petit peu fastidieux. Je fais un deuxième oignon et on va démarrer, on va parler de la cuisson. Donc comment faire un confit d'oignon? Ben, rien de très compliqué en général. Une base, alors toujours l'oignon, une base de sucre. Là, moi j'ai choisi le sucre brun et le sirop d'agave. Et toujours une base acide, ça c'est très important. Et la base acide, ça va être sous forme de vinaigre. On pourrait aussi se dépanner avec des vinaigres d'alcool de riz si vous aimez les choses un petit peu japonisantes. Ou du soja, sauf que là vous aurez un confit qui sera plutôt noir. Donc il faudra juste assumer le choix de la couleur. Audrey, tout se passe bien, on n'a pas de... Ok, ça suit. On est combien à peu près là? Là, on est 5, il y a des petits... Ah, il y a des petits allers-retours. Ouais. Bon, après, il y a 5 tapas, hein, donc vous allez pouvoir partir, revenir. Voilà, vous voyez là, je vais un peu plus vite. Dans la mesure où personne ne cuisine, voilà, j'essaye d'accélérer un tout petit peu. Pensez à télécharger les fiches, je pense que vous... Enfin, Audrey confirmera, je pense qu'on peut les télécharger et les imprimer. Oui, voilà. Il y a toutes les fiches techniques, on a vérifié que tout était bien mis. Et s'il y a, comme je dis à chaque fois, des besoins de compléments, ou si vous voulez m'envoyer les photos de ce que vous avez fait, je suis toujours preneur. Il y a mon 06 en bas de chaque fiche. Il y a aussi l'adresse contact, chefjesus.fr, etc. Enfin, il y a tous les moyens pour arriver jusqu'à moi, sans aucun souci. On va partir sur une première casserole. On va faire d'abord colorer un tout petit peu nos oignons. Alors, pour colorer, il n'y a pas 15 milliards de secrets. On peut mettre, bon, l'huile d'olive, vous savez que moi je suis tombé dedans, donc on peut partir avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà, ça avait du mal à couler parce que j'ai un peu trop rempli la fiole. Voilà. Du coup, la bulle d'air ne pouvait pas passer, mais une fois que ça passe, il n'y a pas de souci. Un petit peu de beurre, parce qu'on obtient souvent des colorations un peu plus sympathiques avec le beurre. Là encore, hein, je m'entretenais avec une diététicienne il n'y a pas très longtemps. Manger moins de sucre, moins de gras, moins de sel, moins de produits, moins de trucs. Vous savez, cette phrase là qu'on dit très vite à chaque fin de pub, tellement on la dit vite parce qu'il faut juste qu'ils la mettent à la fin. Quand on vous parle de ces gras-là, de ces sucres-là, de ces sels-là, c'est souvent les choses qui sont planquées dans notamment la bouffe industrielle. Je connais très peu de diététiciennes qui vous diront de pas mettre de beurre ou un peu d'huile. C'est pas forcément ces produits-là qui sont néfastes pour la santé. C'est plus voilà, les additifs, les gras un peu néfastes qui sont planqués genre dans des nuggets ou des petites choses comme ça. Pourquoi je mets beurre et huile? Simplement, je vous le répète assez souvent, le beurre tout seul a tendance à brûler très très vite puisqu'il a un point de fumée, hein, un point de résistance très très bas, alors que tout simplement l'huile a un point de résistance beaucoup plus haut. Voilà, je mets la totalité de mes oignons, donc le fait de manger beurre et huile permet d'avoir un beurre qui va brûler beaucoup moins vite. Je mets un petit coup de propre. Là on va laisser mijoter un petit peu nos oignons. Et du coup, voilà, je les laisse tranquillement, vous voyez. Je pense que Lynn arrive à faire des petites plongées dans les casseroles, ça va Lynn? Bon, on n'a pas mis de drone encore, hein, on ne va pas filmer au-dessus des caméras, mais on est bon. On observe toujours, hein, tant que c'est de la vapeur, c'est transparent, c'est translucide. Quand ça devient un peu épais, un peu dru,
un peu opaque, c'est que c'est de la fumée. Pensez à écouter vos casseroles, vous voyez ce petit bruit là, la petite mélodie toute douce, c'est que tout va bien. Si ça crépite un peu trop, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc on est sur une fin de cuisson ou on est sur un feu qui est beaucoup trop fort. Pendant ce temps-là, je vais vous apprendre à cuire des œufs durs. Vous allez me dire, on sait cuire des œufs durs. Eh bien tiens, justement, avant de démarrer, je vais vous poser la question, vous allez répondre à Audrey. Quelle est la première chose qu'on met dans une casserole quand on veut cuire des œufs durs? Sachant que je vais mettre du gros sel, des œufs, de l'eau et du vinaigre. Je vous laisse répondre. Vous avez 3 minutes, même pas 3 secondes. Allez, pendant ce temps-là, je vais préparer la base pour la mayonnaise. Et quand vous m'aurez répondu sur qu'est-ce que je mets dans la casserole quand je veux cuire des œufs durs en premier, je commencerai à faire mes œufs durs. On est parti, on va faire une base de mayonnaise. Regardez, pour que mon bol ne bouge pas, une petite microfibre que j'ai mouillée, humidifiée, que je vais simplement poser sur mon plan de travail. Mon bol comme ça ne va pas bouger et je vais pouvoir faire ma mayonnaise bien tranquillement. Je rappelle toujours qu'un œuf se casse sur le plat. Pensez, tiens, un œuf sur le plat, ça vous fera un petit moyen mnémotechnique pour retenir la chose. Pourquoi? Parce que quand vous cassez un œuf sur un bord, vous fabriquez plein de petites micro-coquilles et vous risquez de vous retrouver avec des coquilles dedans. On va, vous voyez, casser l'œuf gentiment ici. J'y suis allé un petit peu fort. On va récupérer notre base de jaune. On a une réponse. Alors, qu'est-ce que je mets en premier dans la casserole? Régine a dit de l'eau et du sel et Naïma a dit juste l'eau. D'accord. Bah, tout faux, les filles. Ah, c'est bien, ça commence bien. Ok. Alors, pourquoi tout faux? En fait, qu'est-ce qui se passe? Et là, ce que je vais vous dire, c'est valable, c'est pas valable que pour les œufs, hein, c'est valable pour tout ce que vous allez vouloir cuire. En fait, en général, la première chose qu'on met dans une casserole, c'est le produit qu'on veut faire cuire. Pourquoi? Et pour les œufs, c'est encore plus vrai. Si je veux faire des œufs durs, je vais prendre mes 4 œufs que je vais mettre à l'intérieur. On va faire tous les scénarios possibles. J'ai mis de l'eau. Je l'ai mise sur le feu. Donc déjà, je la fais bouillir. Au moment de rajouter mes œufs, j'ai peur de me brûler. Donc qu'est-ce que je fais? Je lâche mon œuf. Vous vous dites, je lâche un œuf dans l'eau. Donc tout va bien. L'œuf, il va être retenu par l'eau. Non, non, l'œuf, il tombe au fond et il va se micro-fêler. Donc vous allez avoir de l'albumine qui va sortir. Combien de fois vous avez fait des œufs durs, vous vous êtes retrouvé avec plein de blanc dans l'eau? C'est parce que vous les avez lâchés. Alors vous allez me dire, oui, je peux prendre une cuillère, les poser délicatement. Eh bien oui et non. Parce que quand vous prenez une cuillère et que vous les posez délicatement dans une eau frémissante, vous avez un choc thermique. Donc là encore, œuf froid, eau chaude, vous avez plus de chances de fêler votre œuf. La troisième chose aussi, c'est que, en général, vous avez mis de l'eau dans votre casserole et vous n'avez pas tenu compte du volume que représentent ces 4 œufs. Et donc du coup, quand vous allez mettre vos œufs dans la casserole, ça c'est surtout valable pour les pommes de terre, on va se rendre compte que le volume du produit qu'on a mis dedans fait déborder la casserole. Alors là, il faut prendre la casserole, il faut la vider dans l'évier. Donc du coup, on a mis de l'eau qu'on a gaspillée, on a gaspillé de l'énergie parce qu'on a chauffé, par exemple, 1,5 litre d'eau alors qu'il y avait juste 1 litre à préparer. Et vous allez voir que là, si je mets le produit avant, il y a tous les avantages. Puisque là, on va le voir avec Éléonore, j'ai mis les 4 œufs. Je vais juste rajouter l'eau dont j'ai besoin pour cuire mes œufs. Je vais aller en chercher un petit peu plus, voilà. Alors ça se voit pas trop avec les œufs, mais les filles essayaient de mettre des pommes de terre dans une casserole, rajouter de l'eau, et on fait toujours ça au CAP. Rajoutez de l'eau, et à ce moment-là, enlevez vos pommes de terre. Et regardez l'eau que vous avez dans votre casserole. Vous allez vous rendre compte que finalement, il n'y en a quasiment pas. Voilà. Et là, vous comprendrez que mettre le produit en premier, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Ensuite, on va rajouter 2 éléments. Alors, certains disent que c'est de la fantaisie. Moi, j'ai mes manies en cuisine et elles fonctionnent. On rajoute du gros sel, soi-disant que ça ferait durcir la coquille. Bon, il y a des chimistes qui s'amusent à nous dire que non. Bon, ils ont peut-être que ça à faire. Moi, ça fonctionne. Du coup, je réussis mes œufs durs, donc on ne va pas s'embêter plus que ça. Mais vous faites là aussi comme bon vous semble et avec les trucs et les astuces de grand-mère ou de maman, finalement, chacun fait comme il veut. Et puis ensuite, on va mettre un peu de vinaigre. Et ça, par contre, ça fonctionne vraiment. Le vinaigre, qu'est-ce qu'il fait? Le vinaigre, en fait, il vient cautériser si jamais il y avait un accident. Vous avez souvent un œuf que, une fois qu'il est dur, vous vous rendez compte qu'il a une petite clope blanche ou un petit bouton blanc. C'est juste qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'albumine a voulu sortir, hop, elle a rencontré le vinaigre et le vinaigre il est venu cautériser.
quand on fait par exemple des œufs pochés, eh bien on casse cet œuf dans une eau vinaigrée. Et le boulot du vinaigre, c'est de venir coaguler très très vite l'œuf. Donc du coup, le vinaigre, il va servir à ça. S'il y a un accident et qu'il y a quelque chose qui tente de s'échapper, voilà, un petit peu comme dans l'espace, là, quand ça veut sortir de la fusée, poum, ça vient coller. Oui, j'ai regardé un film il n'y a pas longtemps, là, où il y avait un truc comme ça. Ensuite, on allume, on porte à ébullition, et une fois que ça frémit, est-ce que vous connaissez le petit moyen mnémotechnique qui vous dit de savoir combien de temps vous allez laisser la cuisson? Ben, il y a un petit moyen mnémotechnique qui est tout simplement le 3, 6, 9. Non, c'est pas la fin de mon numéro de téléphone, c'est 3 minutes, 6 minutes et 9 minutes. 3 minutes pour faire des œufs coques, 6 minutes pour faire des œufs mollets, 9 minutes pour faire des œufs durs, 3 minutes, 6 minutes et 9 minutes à partir du moment où ça frémit. Pas à partir du moment où vous avez mis la casserole. Là, par exemple, je ne mets aucun temps de comptage dans la mesure où ici, il n'y a rien qu'à démarrer. À partir du moment où ça va commencer à frémir, je vais mettre le minuteur et effectivement, je vais lui indiquer ici 9 minutes. Il n'y a pas besoin de plus pour faire des œufs, donc je viendrai rectifier tout à l'heure le minuteur dès que ça va commencer à frémir. Voilà pour les œufs durs. On revient sur notre... Tiens, Éléonore, on refait une petite plongée dans la poêle. Christelle vient d'arriver et dit bonjour à tous. Bonjour Christelle. Bonne arrivée. Alors Christelle, on est en train de faire un petit confit d'oignons. Donc là, j'ai mis à caraméliser les oignons dans du beurre et de l'huile d'olive. On a vu tout à l'heure comment couper les oignons, mais vous pourrez regarder le replay après quand on aura remis en ligne. Voilà, je voulais juste donner une petite coloration. Il n'y a pas besoin de faire plus. On va se rendre compte qu'ici, au fond de la casserole, on a des petits sucs qui sont caramélisés et qu'on va pouvoir récupérer. Donc deuxième étape. Là, on était sur la caramélisation. Maintenant, enfin sur comment on va appeler ça, le côté de faire dorer les oignons. Voilà. Maintenant, on va partir sur la caramélisation. Donc, j'avais dit qu'on mettait du sucre brun. On fabrique une confiture, en fait, hein, tout simplement. Voilà. 3 petites cuillerées de sucre brun. Et le sirop d'agave, que moi j'aime beaucoup utiliser en cuisine. Là, on est sur une siroperie artisanale ici, qui est la Maison Menot, qui sont à Saint-Loubès, qu'on trouve dans tous les magasins bio. Et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Voilà. On remue un tout petit peu et on va la laisser caraméliser. Si vous êtes fan de miel, les filles, vous mettez du miel. Je serais tenté de vous dire tout sauf le sucre blanc, qui est un petit peu une hérésie. Hein. Le sucre blanc, c'est du sucre raffiné. On commence à comprendre aujourd'hui que c'est pas très utile de manger un sucre dans lequel il n'y a plus rien. Alors que le sucre, c'est tellement... Enfin, les bons sucres, hein, c'est tellement bon. Essayez d'ailleurs 2 sucres, un qui s'appelle le Muscovado et un autre qui s'appelle le Rapadura, ça s'écrit Rapadura, qu'on trouve en magasin bio, qui sont des sucres mais absolument magnifiques. Si vous allez au Japon, ils font des sucres de canne à sucre avec un peu de mélisse dedans, ça c'est des vrais bonbons. Et sinon, il y a dans le Schnorr, il y a la vergeoise, il y a plein de sucres aussi qui sont super sympas. Donc ici, ça caramélise. La troisième étape, ce sera le déglaçage avec du vinaigre. Vous l'aurez compris, on aura une petite confiture un peu comme un chutney, une espèce de salé, sucré, acidulé. Ici, on a mis les œufs durs en route, donc c'est en train de commencer à frémir. Dès que ça va frémir, on va mettre 9 minutes. Et là, on est en train de faire les 2 premières recettes qui sont le montadito de confit d'oignon au lomo et le montadito de œuf mimosa avec du bellota dessus. Mais je rappelle que ça s'appelle du Bayonne, du jambon de Parme. Je reviens sur ma mayonnaise. On avait ici donc 2 jaunes. Toujours très important, salé et poivré avant de démarrer. Surtout salé. Hein. J'ai l'habitude de dire que si vous avez oublié de saler une mayonnaise, vous avez oublié de la saler, point barre, on n'y reviendra pas. Pourquoi? Parce que si vous salez une mayonnaise à la fin, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous allez retrouver avec une mayonnaise qui a plein de petits points, comme si elle avait une petite varicelle. Pourquoi? Parce que vos grains de sel, une fois que l'émulsion est stabilisée, l'émulsion c'est la rencontre simplement de l'huile avec l'eau et les bulles d'air et ce qui était présent dans la mayonnaise. Le sel cherche à se dissoudre, mais comme l'émulsion est stabilisée, il se dissout là où juste il trouve de l'eau, et donc il fait des petits points, et c'est vrai qu'on a du mal à l'amalgamer. Donc, il y a peu de chances que quelqu'un vous dise que votre mayonnaise manque de sel. Moi, en 20 ans, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. Donc, oubliez. Si vous avez oublié, on n'en parle plus. On va donc mélanger tout ça pour que tout simplement notre sel se dissolve.
avant de le monter à l'huile. En général, on essaye de monter avec une huile neutre. Vous avez dû peut-être vous amuser à faire des mayonnaises à l'huile d'olive. C'est horrible, hein, ça a un goût de métal, c'est assez fort. Ou alors, il faut vraiment des huiles d'olive très très douces. Il y en a une qui s'appelle en Espagne Suave. Si vous allez en Espagne, achetez des huiles d'olive douces, c'est-à-dire que c'est des deuxième, troisième pression à froid ou à chaud, et qui sont des huiles qui servent à cuisiner ou à monter les mayonnaises parce qu'elles sont beaucoup plus douces. Là, on va mettre un petit peu de curry dedans. Je vais vous montrer quelque chose que j'aime beaucoup, qui est la pâte de curry. Ça, c'est fabriqué en Bretagne, dans le sud de Bretagne, à Rothier. J'achète ça depuis des années. Curry Vindaille. Dedans, il y a plein d'épices. Je vais essayer de vous les retrouver. Il y a du cumin, il y a du piment, il y a du curcuma, il y a du 5 épices. Il y a de la moutarde, de l'ail, de l'huile de tournesol, de sel, du sel, de l'eau, du vinaigre. Et un tout petit peu de farine de blé. Je pense que c'est pour donner de l'amidon. C'est la même pâte qu'on fabrique au Japon. On fait un roux et on vient mettre des épices dedans et après on la conserve comme ça. Il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de conservateur, c'est un vrai petit bonbon. Vous allez voir que ça vous réveille une mayonnaise en 2-2. Ning, je te laisse filmer un petit peu de plus près. Ça s'achète dans l'épicerie asiatique. Hein. Ici on a Eurasie, Likimak du côté de la rue de Bec pour celles qui sont à Bordeaux. On va prendre l'équivalent. Donc ça c'est tout doux dans le sens où c'est pas spicy, hein, c'est pas hot, c'est pas épicé dans le sens où ça brûle. Voilà, et vous venez la mettre là. Sinon ça peut être du curry en poudre, ou ça peut être tout simplement de la moutarde. Voilà. Mais on n'est pas obligé de mettre ça pour faire une mayonnaise. Hein. Des jaunes d'œufs, du sel et du poivre et de l'huile, ça marche très très bien. On va partir nous avec un tout petit peu d'huile de tournesol. Là, alors, en général, une mayonnaise, si vous avez laissé généralement travailler votre pâte un petit peu, ou votre œuf avec le sel et le poivre et que ça fait des bulles, en général, il n'y a aucun souci pour monter la mayonnaise. Avant de démarrer, on va tout simplement ici accélérer la caramélisation. Voilà, je laisse là-dessus. Et là, regardez, on a, alors je vais monter un tout petit peu, on a notre frémissement qui démarre. Donc c'est parti, je vais mettre ici mes 9 minutes. Et on va laisser nos œufs cuire gentiment. Voilà. Et ici, ça frémit. Il y a Ning qui est derrière la caméra qui est en train de tout vous expliquer. Toujours, quand vous voulez faire une mayo, vous pouvez la faire à la fourchette, à la cuillère. Moi, je la fais au fouet, ça marche un petit peu mieux. L'idée, c'est toujours d'y aller mollo. Voilà. Naïma a dit hier, j'ai monté une mayonnaise, elle était liquide. C'était horrible. Alors... Combien d'œufs à la base vous avez mis, Naïma? Est-ce que vous êtes parti au moins sur une base de 2 jaunes? Parce que ça c'est important. Hein. Quand on veut monter une mayonnaise avec un seul jaune, c'est toujours un petit peu compliqué. Et Christelle a dit à la main s'il vous plaît, chapeau. Bah oui, à la main, pourquoi vous voulez la faire comment? Alors, si vous retrouvez, il y a un truc, ça s'appelait les sauciers, je crois que c'est Seb qui faisait ça, ou c'est super rigolo, c'est un saucier du coup électrique qui chauffait aussi en même temps. Du coup, on faisait les béarnaises, les hollandaises là-dedans. Mais regardez, là à la main, en fait, plus vous aurez de souplesse dans votre bras, là je me fais absolument pas mal. Nous, on a souvent des tendinites en cuisine, hein, parce qu'on utilise toujours nos bras, mais vous regardez, là je fais aucun effort, ça tourne tout seul. Voilà. En fait, j'ai une prise électrique dans le dos, c'est pour ça que je me suis branché. Non, mais si, c'est pas très compliqué. Je me suis débarrassé aussi de plein de choses, c'est-à-dire je me suis débarrassé d'un bol qui bougerait. Je vous rappelle, pour celles qui nous rejoignent, on a mis juste une petite microfibre mouillée. Comme ça, hop, mon bol il bouge pas. Sinon, vous pouvez acheter aussi ce genre de bol, comme chez Mastrat, qui sont équipés d'un petit revêtement plastique qui fait que, vous voyez, ça bougera pas. Ok? Naïma avait mis un œuf, donc c'était... Ouais, Naïma, ça peut venir de là. Un œuf, c'est vraiment un petit peu compliqué. Même si on dit qu'un œuf, normalement, est capable d'absorber facilement un demi-litre d'huile. Après, ça sature et ça se défait. Mais vous voyez, regardez, déjà avec 2 œufs, ça devient un petit peu plus évident. Après, je vais vous donner, il y a d'autres trucs, et puis il y a des fois où la mayonnaise, elle loupe. Hein. Moi encore, ça m'arrive, ça me met en colère parce que j'ai fait tout comme il faut, et il peut y avoir un truc qui a coincé. En général, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que tous les ingrédients soient à la même température. Sont tout chaud ou tout froid ou tout à température ambiante. Comme en général, on ne met pas les huiles au frigo, on vous demande de sortir les œufs avant. Et moi, en général, je fais en sorte que le jaune d'œuf soit légèrement brûlé, c'est-à-dire soit par la petite moutarde que j'ai mis dedans, soit par mon curry, soit par mon sel et mon poivre. Donc en général, je mets mon jaune d'œuf,
Mon sel, mon poivre, je tourne et j'oublie ça 5 ou 6 minutes avant de démarrer ma mayonnaise. Ensuite, il y a toujours la quantité d'huile qui joue. Plus on met d'huile, effectivement, plus on a une mayonnaise, et on le voit bien là, hein, plus on a une mayonnaise qui se durcit, puisqu'effectivement, je rajoute de l'huile, donc ça prend du volume et l'émulsion se stabilise. Et ensuite, je vais vous donner encore 2-3 petits tours de passe-passe. Le fait de, alors à mon sens, de toujours tourner dans le même sens. On dit que en général, si on tourne dans l'autre sens, elle peut tomber, même si normalement il se passe rien. Si vous l'avez loupée et qu'elle s'est défaite, on peut toujours mettre un petit peu d'albumine dedans. Ça peut marcher. On tourne et hop, elle se ressaisit. Sinon, on peut remettre aussi une petite pointe d'eau parce que ça manque d'eau et l'émulsion se restabilise. Ça fait partie des 2 petits trucs qu'on peut faire. Et ensuite, il y a le froid qui joue énormément. C'est vrai que le froid, ça permet de restabiliser, de durcir la mayonnaise. Le fait d'y aller progressivement aussi et de ne pas mettre l'huile trop vite, ça joue énormément. Parce qu'effectivement, alors moi, vous voyez, j'ai des petits flacons que je fais venir d'Espagne. Là, pour l'instant, j'en ai plus, mais on en vend à l'atelier. Donc faites-moi signe si vous en voulez, je vais en faire rentrer là en septembre. Ça coûte 14 balles, mais franchement, ça, vous voyez, j'en ai pour toutes mes fioles. On économise son huile, on gère ce qu'on met dedans. C'est toujours propre parce que la petite goutte, elle retombe dedans. Allez, je refais un tout petit peu de maillot encore, mais on est bon. Voilà. Là, on est bon. On a presque fini, on a encore une petite action à faire. En fait, quand vous en êtes là, donc là, elle est encore un petit peu souple, hein, parce qu'il va falloir que le froid agisse dessus. Là, évidemment, si je verse tout ça dedans, je vais avoir une mayonnaise qui va devenir de plus en plus dure. Et si on la fait au batteur, encore plus. Là, maintenant, on dit qu'on va serrer la mayonnaise. Alors, pour serrer une mayonnaise, c'est 2 actions. C'est je vais fouetter un petit peu plus fort, c'est-à-dire que je vais la stabiliser, et on la serre en général avec quelque chose d'acide. Donc, soit quelques gouttes de jus de citron, soit un tout petit peu de vinaigre. Alors, je vais en prendre ici, parce que du coup, j'avais du vinaigre de cidre ici, que je vais mettre, vous voyez, c'est quelques gouttes. Et là, maintenant, je vais aller fouetter de façon un petit peu plus exagérée. Voilà, ce terme-là, ça s'appelle serrer. On fait ça pendant 1 minute à peu près. Là, je vais vous montrer du coup, ça la stabilise un petit peu plus. Voilà, et le fait de mettre un petit peu de vinaigre et un petit peu d'acide fait que vous allez voir la différence. Voilà, on la stabilise un petit peu plus, et là j'ai quelque chose qui est un petit peu plus ferme. Voilà. Donc ça, je vais le mettre au frigo un petit peu. Là, on a envie de mettre le doigt dedans. Hein. Alors, la petite mayonnaise comme ça, juste avec le curry, vous verrez, c'est assez sympa parce que pour mettre avec des bulots ou avec des petites crevettes, ça fait une petite mayonnaise qui a vachement d'éclat. De la même façon, si vous souhaitez faire tout simplement des mayonnaises aromatisées, alors vous pouvez, dans une mayonnaise comme je viens de la faire, vous pouvez par exemple zester un petit peu d'orange. D'ailleurs, ça donne un éclat magnifique. Un peu de mandarine, un peu de clémentine. Vous pouvez y zester du citron aussi. Vous pouvez vous amuser à mettre quelques algues déshydratées dans votre jaune d'œuf avant. Vous aurez une mayonnaise comme ça qui a un petit goût d'algue. Un petit peu comme quand on fait des sushis ou des makis. On peut bien évidemment y mettre du curry en poudre, de l'échalote déshydratée. Enfin bref, la mayo peut servir de base à plein d'autres choses. On revient donc sur notre confit d'oignon. Regardez, entre-temps, Lynn est en train de vous montrer ici la caméra. C'est reparti, vous avez perdu 2 petites minutes. Ça, je pense qu'il y a tellement de gens qui squattent la toile internet. Du coup, plus on sollicite. Alors, on était en train de dire, les filles, du coup, caramélisation. Et maintenant, on va déglacer avec le vinaigre de cidre. Vous voyez que ce vinaigre, il nous accompagne un petit peu tout au long de la cuisson. L'équivalent de 3 cuillères à soupe. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Ça, c'est vraiment une histoire d'eux. Alors, c'est le seul moment où on ne met pas le nez au-dessus de la casserole. Sauf si vous voulez vous faire un petit nettoyage de sinus. Parce que là, il y a tout le vinaigre qui est en train de s'évaporer. Voilà. Et voilà comment on obtient un petit confit d'oignon. Vous allez pouvoir mettre dans un pot, conserver au réfrigérateur. Vous voyez que c'est vite fait. Ça peut être fait au robot si on ne veut pas couper à la main. Ça va nous servir de base sur notre pain tout à l'heure. Ok ? On va terminer du coup. Nos œufs sont en train de durcir gentiment.
Et moi, je vais juste venir cuisiner le lomo ici. Je vais vous montrer. Alors, je vais juste déplacer la casserole à gauche. Là, l'avantage de l'induction, c'est que vous voyez, je peux nettoyer vite fait sans me brûler. Hein. Vous voyez que ça fait de la fumée, mais on fait attention. Voilà. Pour terminer sur la mayonnaise, Naïma a dit ça doit être la peur de l'huile, je n'en mets pas assez. Oui, alors c'est sûr que s'il n'y a pas assez d'huile, voilà. Mais la prochaine fois, là encore, les filles, enfin, je vais vous dire le fond de ma pensée. Hein. Ça me met souvent un petit peu en colère quand je suis en train de cuisiner et que, en fait, ce qui m'agace énormément, c'est la culpabilisation ou la culpabilité qu'on met sur tout ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, à chaque fois que je suis en cours de cuisine, ou qu'on est en train de faire quelque chose où il y a un petit peu gras, ou qu'on est dans une discussion, il y a toujours quelqu'un qui dit oui c'est bon, mais alors on va se retrouver sur les hanches, ou sur les fesses, ou sur le bide. Mais par contre, ce sont les premières personnes qui disent ça qui vont finir les assiettes. Je crois qu'il y a une chose qui est très importante, voilà, c'est la gourmandise. On essaye tous de faire attention. Vous voyez, moi le premier, hein, je vais avoir 50 ans cette année, j'ai pris un petit peu là sur le haut. Cet été, je vais faire un petit, voilà, il va falloir que je me fasse un petit peu violence, même si l'été c'est pas le meilleur moment pour maigrir. Mais voilà, manger c'est bon, et on sait aussi que quand on est en parcours de soins et en traitement, il y a surtout quelque chose contre lequel on va lutter, et c'est pour ça qu'on a mis ces cours en place. C'est ce qu'on appelle la dénutrition, et ça vos médecins ils vous en parlent tout le temps. C'est comment faire en sorte de toujours continuer à manger, alors que, on le sait, il y a plein de fois où on a le dégoût, on a des hauts le cœur, les traitements nous empêchent de manger, et qu'on est tout le temps. Donc, laissez la place à la gourmandise, et franchement, je préfère que vous mangiez une toute petite cuillère de mayonnaise avec 2-3 crevettes, mais une mayonnaise que vous avez fait maison, plutôt que d'aller vous boulotter un quart de pot de ces bombes atomiques qu'on vous vend dans le marché. Alors, je ne suis pas un ayatollah, je ne suis pas là pour dire ce que vous avez à faire. Hein. Pour tout vous dire, je ne vous cache rien, moi hier j'ai acheté un tube de mayonnaise parce qu'on avait acheté des avocats et j'avais pas envie de faire de mayonnaise, vous voyez, hein, pourtant, le chef, là c'est pas bien ce que je dis. Et j'ai acheté un tube de mayonnaise, mais pour tout vous dire, on s'en est servi hier. Et ce matin, je l'ai mis à la poubelle parce que j'ai eu le malheur de regarder l'étiquette et je me dis oh mon Dieu, tous ces E, tous ces A et tous ces machins dedans. Voilà. Mais c'est pas ça. On peut quand même le faire. Mais je pense que quand on fait maison, effectivement, on fait des choses qui sont beaucoup moins caloriques, qui sont beaucoup moins dangereuses. Et puis, je pense que tous, voilà, dans cet épisode qu'on traverse, quand on est en parcours de soins, je pense que le plaisir, c'est ce qui prime avant tout. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de vous manger une forêt noire tous les matins au petit déjeuner. Mais voilà, faites-vous plaisir aussi, et je pense que les diététiciens et les nutritionnistes seront d'accord avec moi en ce sens-là. Donc un peu plus d'huile, Naïma. Mais c'est pas, vous n'avez pas mangé toute cette huile de toute façon, c'est pas grave. Alors, ici j'ai pris du lomo frais, hein, qui sont tout simplement des petites escalopes de porc qui n'ont plus ni la côte ni l'os autour. On va les faire revenir. J'avais envie de vous montrer un produit que j'affectionne beaucoup, qui est le paprika fumé. Alors, je vous montre ici. Vous n'avez pas l'odeur, les filles, en fait, mais c'est du paprika doux qu'on a fait passer tout simplement dans un fumoir, comme si on avait voulu faire du saumon fumé. Et on va lui donner ce petit goût fumé. Allez, je vous pose une autre colle. D'après vous, ce paprika fumé, dans quel produit espagnol on le trouve ? Et pour vous aider, je peux vous dire qu'il est sur la table parce qu'on l'a présenté tout à l'heure sur les plateaux. Vous pouvez répondre à Audrey, comme ça je vois si vous suivez. Ici, toujours pareil, un petit peu de beurre, quelques gouttes d'huile. Vous voyez que ma fiole, elle me permet vraiment de mettre juste les quantités qu'il faut. On va mélanger les deux. Je vais mettre aussi un petit peu de paprika fumé au milieu de tout ça. Alors, là, il ne veut pas glisser, mais on va l'aider. Voilà. Et on va faire mariner. Si vous avez l'habitude d'aller dans les épiceries espagnoles ou au marché, par exemple, il y a, je pense au marché des Capucins, ici à Bordeaux, il y a la table de Don Quichotte. Et ben ils ont ce qu'on appelle du lomo adobado. Adobado, en fait, ça veut dire préparé. Hein. Voilà, je viens mélanger ma préparation. Vous voyez, j'obtiens une petite pâte, en fait. On peut faire ça avec n'importe quelle épice. Hein. D'ailleurs, le principe de la pâte de curry, c'est ça hein, que j'avais tout à l'heure. Hein. C'est du beurre, de l'huile et une poudre. Et du coup, la poudre, elle fait office un petit peu, on va dire, d'épaississeur, hein, comme si j'avais mis de la farine ou de l'amidon. Je vous montre le feu. Alors, ce paprika fumé, on le trouve où, les filles ? Alors,
Alors Naïma qui a dit donc d'abord merci pour les conseils pour la mayonnaise. Ok, merci Naïma. A dit poivron rouge en rigolant. Non. C'est la charcuterie. En bon sens. Voilà, Éléonore, tu vas plonger directement sur les tranches de chorizo. Voilà où on le trouve, le paprika fumé. Le paprika fumé, c'est un des éléments principaux du chorizo espagnol, qu'il soit picante ou pas. Picante parce qu'on y a mis du paprika fumé piquant, doux parce qu'on y a mis du paprika fumé doux. Voilà, plus de piment, moins de piment. Et du coup, c'est avec ça aussi que vous avez les sobressades, les pâtes de chorizo. C'est comme ça qu'on les trouve. Le chorizo, c'est ni plus ni moins que notre saucisson français, dans lequel on a mis du paprika fumé. Voilà. Regardez, je vais mettre ici mon lomo à cuire. Donc l'idée, c'est de lui amener un petit grillé, une petite coloration. Je vais le remettre après sur son assiette. Puisque ce montadito, on va le servir froid. Pendant que ça grille ici, je vais sortir le grille-pain que j'avais oublié de sortir, qui va nous servir tout à l'heure à griller notre pain. Voilà. Alors, ici, on va prendre nos tranches de pain, parce que du coup, après, on va pouvoir faire nos deux montaditos quasiment en simultané. Je vais mettre ce pain-là à griller, tout simplement. Pendant ce temps-là, je retourne mes petits éléments. D'ailleurs, j'y ai pas touché, en fait, hein, ça grille tout seul. Voilà, regardez, hop. Voilà ce que je voulais obtenir. On vient les balader un petit peu dans leur gras. Vous voyez qu'il n'y avait pas grand-chose, hein, il y avait juste un tout petit peu. Alors ça, comment faire des économies? Parce que le lomo adobado, ça coûte un demi-bras. Là, l'avantage, c'est que ça, c'est brut de décoffrage, ça coûte quasiment que dalle. Vous l'avez fait vous-même et vous allez ensuite le mettre au réfrigérateur toute une nuit. Et après, il n'y a plus qu'à le découper en petits morceaux. Et on aura voilà, du lomo cuisiné. Alors, pas tout à fait comme celui que vous achetez, parce qu'ils ont des méthodes aussi de saumurage. On arrive quasiment à la fin. On a notre lomo. Regardez, ici, on a notre confit d'oignon. Allez, je le mets ici parce qu'il est terminé. Il y a Charline qui est en stage aussi avec nous, qui était sur son ordinateur. Vous voyez, je l'ai fait sortir de son ordinateur. Tellement ça sent bon avec l'odeur. Voilà. Et ici, hop, voilà, je retourne à nouveau. On vient bien le mettre dedans parce que c'est important qu'il ait toute cette partie un petit peu grasse, vous voyez. C'est ça qui va le nourrir en fait. Vous pouvez réveiller, ça c'est pour réveiller, vous voyez, un petit poulet, un curry, tout ce que vous voudrez. Là, j'ai coupé le feu. Ici, on a nos œufs qui sont terminés. Et vous regardez, il n'y a pas du tout d'albumine qui est sorti. Hein. On a vraiment, les œufs, ils n'ont pas bougé. Je vais vider l'eau, tout simplement. Alors pour vider l'eau, regardez, rien de compliqué. Hein. Je me mets là, le long du bord de l'évier. Je vais tout simplement venir ici, poser ma casserole sur le rebord. Voilà, hop. J'ai vidé toute mon eau. Et maintenant, je vais pouvoir y mettre de l'eau froide. Bien souvent, et moi le premier, je mets la casserole avec l'eau chaude, je fais couler de l'eau froide. Ça veut dire que d'abord, il faut que toute l'eau froide refroidisse l'eau chaude qui était dedans. Alors qu'en fait, la jeter dans l'évier, c'est tout simple. En plus, ça nettoie les siphons et les tuyaux. Ça fait pas de mal. On va, petite méthode aussi pour apprendre à écaler les œufs, ou les peler, hein, vous dites comme vous voulez. Hop, ici, on va enlever la poêle. Voilà, on va mettre ça ici. Et comme ça, je vais remettre un petit coup de propre. Voilà. Alors, je me suis toujours demandé pourquoi, et j'ai toujours pas la réponse, hein. Certains œufs, vous allez pouvoir les peler, les écaler tout seul. D'autres, ça commence à vous faire des petites peaux, ça vous fait des œufs durs complètement massacrés. Alors, on avait trouvé une solution. Vous savez que j'ai une émission tous les jours en direct sur France Bleu Gironde. J'avais posé la question, mais c'est Isabelle Wagner, mon animatrice, qui avait répondu à cette question. Une fois que votre œuf il est froid, vous venez simplement un tout petit peu le casser de cette façon-là. Et vous le remettez dans l'eau. Et en fait, vous allez pouvoir les éplucher beaucoup plus facilement. Ils vont finir de refroidir. Ça va refroidir aussi l'œuf à l'intérieur. Voilà. Et normalement, on n'a plus de soucis pour écaler nos œufs. Certains disent peler, j'adore. Bon, peler, c'est absolument faux, on n'a pas le droit de le dire. C'est écaler. Écailler, c'est pour le poisson, enlever les écailles. Et écaler, c'est pour enlever les petites, la coquille de l'œuf. Voilà. On va pouvoir monter le premier montaditos. Voilà, le pain est en train de toaster. Je vais en refaire une autre partie ici. Je regarde l'heure. Voilà.
Allez, normalement d'ici 10 minutes, il faut qu'on ait fini ces deux premiers pour pouvoir passer à la suite. On a la mayonnaise. Là, j'ai plus qu'à faire le traitement de l'œuf. Alors, vous allez regarder tout simplement. Je prends ici. Normalement, hein, je prends des risques. Hein, on fait tout en direct. Hein. Là, mais regardez, hop. Il n'y a pas trop de soucis. Là, c'est simplement parce que l'œuf, ça dépend des œufs. L'œuf a pu se déplacer un petit peu et pas rester au centre. C'est là où on sait si on a affaire à des œufs très frais ou un peu moins frais. Et d'ailleurs, est-ce que vous connaissez la petite astuce pour savoir si un œuf est cuit ou il est cru? Voilà. Moi, je les retrempe un tout petit peu dans l'eau. Je vais vous montrer. Ou alors quelqu'un me répond juste avant que je donne la réponse. Comment on peut reconnaître qu'un œuf est cuit ou qu'il est cru? Regardez, là, ça marche tout seul. Hein. Hop, je replonge dedans. Voilà, regardez. Hein. Le fait de l'avoir mis un petit peu dans l'eau, parce que c'est beau un œuf dur quand il est bien joli et tout. Et si j'avais eu cette méthode avant, quand j'étais au travail, le nombre de fois où j'ai fait des œufs durs et que ça s'est mal passé, parce qu'à un moment ça fait des petites peaux. Vous voyez, celui-là, il a tendance à vouloir nous embêter un tout petit peu. Alors, je vais vous montrer. Je vais prendre un œuf cru et je vais prendre un œuf dur. J'en ai laissé un. Et vous allez voir tout simplement la différence. C'est une histoire de toupie. Audrey, on a une réponse? Non, elle disait juste qu'elle connaissait pas la technique de replonger dans l'eau froide après avoir... Ça aide, hein, bah, pas tout le temps, regardez là, ça a eu 2-3 petits accidents. Mais ça, c'est vraiment... J'ai pas encore élucidé cette histoire autour des œufs. On va regarder la différence. Ça, c'est un œuf cru. Et en fait, il a du mal à tourner. Alors qu'en fait, voilà, vous allez voir qu'un œuf dur, ça tourne très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui bouge dedans, en fait, tout simplement. L'œuf dur va tourner beaucoup plus. Je vais essayer de ne pas les faire tomber. Voilà, on le voit bien, là, l'œuf dur, il tourne tout seul. Alors qu'un œuf cru, vous voyez, vous n'arrivez pas à le faire tourner. Pourquoi? Parce qu'il y a l'albumine à l'intérieur qui bouge et du coup, ça le déstabilise. Voilà la différence. Quand on attrape un œuf et qu'on a un doute, là, il est cuit, là, il est cru. Vous voyez, on peut en raconter des choses autour de la cuisine. Hein. C'est ça les cours qu'on fait. Hein. C'est plein de trucs, plein d'astuces. Voilà, le monde un petit peu, on va dire, la culture culinaire. Régine a dit il flotte. Je pense qu'elle pensait à comment on reconnaît un œuf frais d'un œuf un petit peu moins frais. J'avais vu aussi qu'il flotte quand il est plus bon, alors que normalement il doit... Ah, alors ça, je savais pas, effectivement. Un œuf pourri, ça flotte. Bah, alors, je touche du bois, j'ai jamais eu de... Je suis jamais tombé sur d'œufs pourris, mais... Oui, oui, ça je savais, j'avais entendu. D'accord, il flotte, ouais. Si bon, c'est comme une moule. Et qui flotte, c'est que c'est pas bon. Ok, c'est comme une moule qui flotte ou quelque chose comme ça, vaut mieux éviter, effectivement. Allez, j'ai fini de peler, vous allez voir qu'ici, on va rien faire de très compliqué. Alors souvent, ce qui nous embête, c'est cette petite peau, voilà, qui est... Il y a une autre petite peau qui s'installe, vous voyez, on la voit là. C'est celle-là souvent qui nous empêche de bien écaler les œufs. Et c'est celle-là que l'eau vous permet d'enlever, en fait. Puisque c'est quand on accroche cette peau, en fait, que du coup, on emmène le reste de... Soit elle reste en place, comme là, soit on arrive à l'enlever, et du coup, c'est celle-là qui fait qu'elle tire sur l'œuf, et qu'on a plutôt ce genre d'accident. Voilà. Alors, ici, j'ai mes œufs écalés. Mon eau, je vais la jeter ici, simplement. Voilà. Et on va en mettre un petit peu propre ici. Et je vais vous montrer, on va monter les deux premières. Donc des tapas toutes simples, mais qui sont à base de petites choses cuisinées. Et après, vous pourrez y mettre du saumon fumé, de la truite fumée. Enfin bref, vous l'aurez compris, vous pouvez vous amuser avec plein d'autres choses. On va reprendre un petit saladier ici. On va simplement... Donc c'est des faux œufs mimosa, on va dire, entre guillemets. Puisque du coup, on va prendre simplement notre jaune. Qu'on va légèrement hacher très rapidement. Ça peut être fait au robot aussi, tout simplement. Comme si là, ça se fait vraiment très 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 vite. Voilà. J'utilise aussi des couteaux que vous pouvez avoir chez vous. Hein. Là, je pourrais prendre un éminceur, mais je vais pas, enfin, l'idée, c'est de vous montrer des gestes que vous pouvez refaire. Vous voyez, hein, 1, 2, 3 coups de couteau dans un sens et 3, 4 coups de couteau dans l'autre.
Et le tour est joué. Voilà. Christelle a dit, ma grand-mère disait que si on avait du mal à écaler les œufs, c'était que l'œuf était trop frais. Oui, alors ça peut venir de là, effectivement, soi-disant, certains œufs trop frais, effectivement, auraient du mal à devenir durs. Je l'ai entendu dire aussi. On est parti, toujours avec le dos du couteau pour enlever tout ce qu'on veut enlever. Une lame de couteau, ça ne se traîne pas sur une planche à découper. Hein. Plus on va la traîner, et plus on va abîmer. Ici. Voilà, hop. On va récupérer notre mayonnaise. Hop. Tout le monde prend des photos. Hein. Regardez, il faut montrer ce qui se passe. Voilà, on le voit bien ici. Qu'est-ce qu'a fait le froid? Je ne vais pas me la mettre sur la tête comme les œufs, les blancs neige, mais qu'est-ce qu'a fait le froid? Tout simplement, voilà, on voit bien que la mayonnaise, elle tient toute seule. Donc Naïma, je pense c'est vraiment plus d'énergie peut-être au niveau de battre la mayonnaise. 2 jaunes d'œufs, je pense que c'est peut-être ça qui vous a manqué. Et peut-être un petit peu plus d'huile, tout simplement. Voilà. Alors vous voyez, dès qu'elle se réchauffe un peu, elle a tendance aussi à tomber. Mais là, voilà, on a une mayonnaise. Et là, elle a que 10 minutes de frigo, hein, à peu près. C'est tombé. Voilà. Un petit peu de mayo. On va ciseler un tout petit peu de persil. Voilà. Alors ça, vous pouvez le monter en verrine aussi, c'est super bon. Là, hop, ça c'est joli comme tout. Un tout petit peu de persil ciselé. Je monte les 2 verrines et on passe à la suite. Donc là, les filles, s'il y a des questions, parce que on va être, vous savez que je mets un point d'honneur toujours à finir à l'heure, et on a encore 3 verrines à faire. S'il y a des questions sur celle-là, passez par Audrey, puisque dans 5 minutes, on passe aux 2 autres tapas. Là, hop, notre base de petit œuf mimosa, et je fais le montage ici, devant vous en direct. On va le mettre sur une petite assiette. On fera une petite photo finish à la fin. Voilà. Alors, on part sur le pain. Je vais d'abord monter les petits œufs mimosa. Toujours une cuillère qui prend et une cuillère qui pose. Ça, c'est très important, vous voyez. Hop. Une cuillère qui prend et une cuillère qui pose. Et au contraire, on ne vient pas faire du tartinage, mais on vient poser délicatement les choses pour avoir un petit peu de volume, pour avoir aussi un petit peu de structure. Vous voyez, quand il y a du relief, on a des choses qui sont beaucoup plus jolies. Voilà, plutôt que d'avoir tout étalé. Pensez aussi à laisser une base de pain autour, parce que graphiquement, si on voit les bords du pain, ça met du relief. Alors je vous en parle parce que je fais beaucoup de photographies culinaires et qu'est-ce que ça me met en colère quand je vois des règles de base qui ne sont pas respectées, parce que c'est tellement plus simple pour le photographe de lui faciliter la vie. Alors je vais être méchant, il y a des gens qui se prétendent de stylistes culinaires et qui ne savent pas cuire un œuf. Désolé, hein, messieurs, dames, hein. Allez passer votre CAP avant, et puis comme ça, vous serez des vrais stylistes culinaires. Voilà, pim, ça c'est dit, hein. C'était le petit truc avant que je parte en vacances. Je vais encore me faire des copains. Petite tomate cerise, ici. On va couper en petits morceaux, histoire de faire une petite présentation. Vous vous souvenez, je ne sais pas si c'était dans ce cours-là qu'on avait fait une petite tartine végétale. Il y a eu un cours comme ça il n'y a pas très longtemps, on a fait une tartine comme un jardin. Et là, hop, on vient prendre des petites spirales de bellota, tout simplement. Et on va venir faire une petite présentation ici. Voilà. Rien de très compliqué. Ça, c'est des choses que vous pouvez préparer pour cet été. Moi, je veux voir vos photos, les filles. Hein. Cet été, je veux recevoir des photos des tartines d'œufs mimosa et bellota. Hein, sinon je ferai la gueule. On va mettre... Allez. On va en mettre une ici déjà. Une autre ici. Et maintenant vous allez voir. On va switcher. On va faire la même chose mais avec le lomo. Vous voyez, pareil. 2 petites tranches de pain de campagne. Je vous rappelle qu'on avait fait un confit d'oignon. Et bien on va récupérer, toujours pareil,
Ouais, petit confit d'oignon que là. Ça, c'est translucide et tout. C'est super bon. On met le petit confit d'oignon. Alors, c'est pas toujours facile à manger, hein. On s'en met partout, mais voilà. Là, je suis désolé, hein. Je peux pas faire du gourmand, du croquant, comme dit Cyril, mais c'est un peu plus compliqué après. Voilà. Ok. Et on va prendre, pareil, le petit lomo qu'on avait tout à l'heure. Alors, vous voyez, il s'est rehumidifié, hein, du coup. Là. Et on vient faire des petites lamelles ici. Voilà, amusez-vous comme vous voulez. Alors vous voyez, il n'y a pas besoin de grosse quantité, hein. Avec juste mes 2 morceaux de lomo, je vais pouvoir faire une petite dizaine de tartines sans aucun problème. Et pareil, ce qui peut être joli comme tout, c'est de ciseler encore un petit peu ou quelques pluches de cerfeuil. Ça a un petit côté un peu désuet, les pluches de cerfeuil, parce que on avait l'habitude de mettre ça sur tous les plats à la française, mais le désuet, ça a aussi un petit côté joli, hein, ce côté rétro. Hein. On parle souvent de vintage, ben voilà, c'est ça, hein, le désuet fait partie de tout ça. Hop, et autre petite tartine. Voilà. On peut faire comme une croix au Pays Basque, tiens, on pourrait s'amuser. Voilà. Allez, je mets ça ici. Voilà pour les 2 premières. Vous voyez, rien de compliqué, hein, avec des éléments tout simples, des trucs qu'on trouve un petit peu partout. Je mets sur ma planche et on est parti. Audrey, pas de questions à signaler. Ok. Alors. Un petit smiley qui évoque. Et Ouais. Naïma qui dit magnifique. Ok, super. Toujours ça ou pas? Okay. Les filles, on part sur... Alors, on va préparer l'escabèche. Là, je vais simplement... Alors, moi, je me suis dépanné avec des moules ce matin en grande surface, parce que du coup, le poissonnier n'était pas sur ma route. Là, je vais les mettre à plonger dans l'eau. Donc, du coup, saladier. Des choses qui font plaisir. Régine dit joli, bravo, ça fait envie. Et Christelle dit je redécouvre la fin. Ah, très bien. Là, vous me faites plaisir, Christelle. Oui, oui, oui. L'idée, c'est vraiment de... Quand on est un petit peu chagriné voilà, par les traitements ou autres, c'est de se dire est-ce que je récupère un petit peu de peps. Voilà. Je mets les moules à tremper une première fois et pendant ce temps-là, elles vont vivre leur vie un petit peu, elles vont dégorger. Soyez pas étonnés par les odeurs quand vous avez des moules comme ça sous vide, hein, il y a toujours une odeur un peu plus iodée, un petit peu plus forte. Comme tous les sous-vides qu'on ouvre, hein, forcément, hein, c'est resté un petit peu concentré, c'est pas pour ça qu'elles sont mauvaises. Je mets de côté tout ce qui nous a servi, je remets juste les petits œufs mimosa au frais. Voilà, la mayonnaise au frais aussi. Comme ça, pas de danger. Et on va repartir sur... Voilà, je suis à nouveau avec vous. Alors, une base d'escabèche, il y en a plein, j'ai essayé de vous en trouver une relativement simple. Donc on va partir ici tout simplement sur... On va faire mijoter quelques éléments. Un petit fond d'huile. Ici je prends une carotte. On épluche toujours au-dessus d'une cuve, hein, souvenez-vous, ça c'est très important. Sur une planche à découper, on fait du propre. Oui. Naïma qui dit entre tapas et paella, donc comme la dernière fois, oui. cet été je vais oublier Arimidex, donc le médicament.
De quoi, il y a un médicament qui va sauter? Ça s'appelle Arimidex, non, je pense qu'elle va en oublier les... Ah, ok. Parce que Naïma, vous avez suivi le cours de paella aussi, c'est ça en fait? Ouais. Alors je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi le cours sur la paella, il est encore en ligne, il est en vidéo. Si vous voulez vous acheter tous les ingrédients, vous mettez l'ordinateur, le pas à pas, on passe 2 heures ensemble et vous faites la paella avec moi. Comme ça, vous voyez, l'avantage du digital, c'est que même quand je suis pas là, je suis encore toujours avec vous finalement. Et c'est vrai que la paella, elle est déboîtée. Hein. Voilà. C'est ma maman qui m'a appris à la faire, mais j'arrive pas encore à avoir le petit grain qu'elle avait. C'est toujours compliqué hein, de reproduire. Allez, on taille dans la longueur et vous voyez que je retaille un tout petit peu encore dans la longueur ici. Voilà, on va faire notre petite sauce. Je dis pas que je fais la vraie escabèche, hein. Il y a autant de recettes que de contrées, de papa, de maman, de cuisiniers, de cuisinières. Mais en tout cas, voilà, on fait un petit salpicon comme ça, on fait un petit hachis de légumes assez rapide. Là aussi, le robot est votre ami. On met ça dans le robot en gros morceaux, on pulse, c'est-à-dire on tourne 3-4 secondes. Ça évite ça, là, vous voyez, ça serait déjà, au robot, ce serait déjà fait. Mais comme je sors le robot à chacun de mes cours, je me suis dit, tiens, pour la dernière, on va éviter. J'espère qu'à la rentrée, on pourra reprendre au moins par un petit foot tour au Capu ou en ville. Ce qui nous permettra d'être peut-être un petit peu plus nombreux que 6, parce que sur les cours, on est entre 6 et 8, ou d'organiser 2 sessions. On va s'arranger avec Bergonier et Pomona pour voir comment on s'organise. Ou un petit tour au marché, voilà, on verra. Et puis après, je vous rappelle qu'on reprendra tous nos cours tranquillement à la rentrée. Voilà. Hop, donc tout ça, on le met dans la poêle. Je vais rajouter un petit peu d'oignon. Bon, ça peut être de l'endive, de l'endive. Ça peut être du fenouil aussi qu'on rajoute tout simplement. Du poivron. Bah, bref, il faut quelques légumes puisque c'est ces légumes-là qu'on va retrouver tout simplement et qui vont garnir nos moules en fait tout à l'heure. Donc ça, c'est du céleri branche. Voilà, on va essayer de ne pas en mettre de trop non plus. Voilà, pareil, hop, on s'en débarrasse dans la poêle. Tac, et on va mettre un tout petit peu d'oignon. Ouais, ça va mettre de la couleur. Alors je vous rappelle que quand vous ne voulez pas la totalité de l'oignon, ne le pelez pas entièrement. Hein. Il se protège quand même un petit peu plus. Vous voyez, là, j'avais pas besoin de ça, donc je laisse ça. Et je vais juste utiliser cette partie-là. Là, on va lui donner un petit coup sous l'eau. Donc là, on est en train de faire l'escabèche pour les moules. Et le temps que le moule cuise, une fois que l'escabèche sera faite, je vais aller m'aventurer vers les 2 autres recettes qui sont la petite verrine de hareng et le wraps de petits pois. Ça pique les yeux? Non, ça va? Non, ah, les moucherons. Alors les filles, si vous avez des astuces pour vous débarrasser des moucherons, hein, écrivez-moi, hein, je n'en peux plus. Moi qui ne suis pas un adepte des bombes insecticides, c'est compliqué. Voilà. Petit poivron, je vais vous montrer aussi là, si vous voulez simplement vous débarrasser de la peau du poivron, parce qu'on ne la digère pas la peau du poivron en fait. Vous voyez, ça s'appelle, c'est vendu chez Mastrad, c'est un petit épluche peau fine. Ça coûte 5 €. Ça sert à peler les tomates, les poivrons, les kiwis. Vous avez vu là, mon poivron, il n'a pas fait un pli. Hein. Ensuite, comment couper un poivron dans les règles de l'art? On lui enlève la tête et le pied. Et ici, vous allez voir que du coup, je vais me retrouver avec des parties plates qui sont beaucoup plus simples à utiliser. Puisque là, j'ai plus qu'à les découper de cette façon-là. Alors oui, je fais le beau, je coupe vite. Hein, c'est pour vous montrer que je suis un vrai chef en fait. N'essayez de pas me couper non plus. Toujours les doigts bien droits. Hein. Voilà, et cette partie-là, vous pouvez continuer de la peler légèrement. Voilà, on la découpera pareil, on coupe en carré. Sur cette partie-là, vous n'avez plus qu'à faire sauter le pédoncule. Tac. Voilà. Et vous récupérez ces petits morceaux que vous coupez en carré. Voilà. Et le cœur, vous pouvez vous en débarrasser dans une petite poubelle de table ou dans un compost. Là, je vais mettre un tout petit peu de jaune.
Allez, l'escabèche est presque prête. Ici, ouais, je vais juste prendre cette partie-là. Voilà, on est bon, j'ai pas besoin de plus. On va mettre tout ça ici. Et là, hop, c'est parti. Petit coup de couteau. Voilà. Alors, l'idée, c'est juste de faire revenir très rapidement. Là, vous voyez, on va monter un petit peu le feu. On va juste faire griller ça très rapidement. Voilà. Vous entendez, hein, dès que je monte le feu, je monte le son, en fait, hein, tout simplement. Hein. Un peu d'huile d'olive. On va légèrement faire griller la chose. L'idée c'est de... Là par contre, il faut que ça reste croquant. Hein. Donc on fait griller le tout. Je vais déglacer avec tout simplement du vinaigre. Et je vais saler un tout petit peu. Voilà. On est bon. Autre chose que j'aime bien rajouter, c'est simplement des petites feuilles de persil. Alors regardez, souvent on les jette. Là je vais les rafraîchir sur le bout. Et je vais simplement les passer sous l'eau rapidement et on va les couper en petits morceaux. Et on va mettre nos queues de persil à l'intérieur de notre escabèche. Ça va donner un petit peu de peps. Ça vous allez voir, c'est pas mal du tout. Voilà. Il y a une petite odeur qui me chatouille les narines qui me fait dire que tout est bon. Voilà, hop. Voilà, juste un petit grillé. Ça, vous voyez, même pour faire une petite base de verrine, hein, c'est assez sympa. Ça peut être fait au robot, tout simplement. Et toujours pareil, petit déglaçage au vinaigre. Alors là, il en faut pas mal parce que l'escabèche, c'est aussi ce qui vient imprégner tous nos éléments. On va laisser cuire gentiment et tout ça, ça va s'évaporer. Et voilà, on passe à la suite le temps, parce que là en fait mes moules ne sont pas tout à fait encore nettoyés. Alors je vais vous montrer aussi ce qui est très intéressant, c'est la couleur. La couleur que prend mon vinaigre avec la carotte et tous les. Voilà, et le poivron, vous voyez. Ça c'est la couleur de votre sauce escabèche après. Hein. Là il n'y a pas de curcuma, il n'y a rien. Hein. C'est simplement le pigment qui est contenu dans mes éléments qui va colorer la chose. Voilà. On laisse s'évaporer. Donc je vais le mettre ici au milieu. Voilà. Et on va commencer notre crème de petits pois, puisque j'ai encore un élément qui doit cuire ici. Et Léonore, je suis pas gentil avec elle parce que je vais plus vite. Désolé. Régine demande quel vinaigre est-ce qu'on met. Donc c'est du vinaigre de cidre, mais est-ce que d'autres vinaigres peuvent également être utilisés? Alors, on va mettre vinaigre de cidre ou vinaigre de pomme. Il y a une petite différence, ne me demandez pas laquelle, parce que de toute façon les deux sont faits à base de pommes. Je crois que l'un est fait à base de pommes et l'autre à base de cidre. Justement, j'ai ma réponse dans la question. Des vinaigres, pourquoi pas d'estragon, de framboise. Framboise dans une escabèche, ça peut être très très bon. Ou ce qu'on appelle des balsamiques blancs. Après, tout ce qui va être balsamique noir, ça va venir teinter tous les légumes, c'est un petit peu dommage. Voilà. On va cuire un petit peu nos petits pois rapidement. Je vais mettre juste une base d'oignon nouveau. Vous allez voir, j'utilise le haut de mon oignon nouveau, ici. Là, hop. Parce que tout ça, ça va être mixé après. Donc l'idée, puisqu'on va y mettre de la crème, c'est juste... Hop là, je me suis fait peur. Parce que c'était à 9 et j'avais pas vu que c'était à 9. Vous voyez, même en cuisine, on arrive encore à faire quelques bêtises. Ça, c'est des petits pois surgelés. On va les mettre entièrement, voilà, dans la casserole. On va rabaisser un petit peu ce feu qui était un petit peu trop fort. Un petit peu de beurre, comme si on faisait des petits pois à l'étuvée en fait, hein, tout simplement.
Et moi, dans les petits pois, j'ai toujours mis du sucre brun. Donc je mets à peu près voilà, l'équivalent d'une petite cuillère à café de sucre brun. Un tout petit peu d'eau au fond. Voilà, et là on va éteindre le feu justement. Et on va laisser cuire ces petits pois en fait un petit peu à la semi-vapeur, hein, ce qu'on appelle à l'étuvée. Voilà, tout simplement. Je fais en sorte que tous les petits pois soient au fond. Puisque après, dans ces petits pois, je vais venir y rajouter de la crème. Et on va mixer. Et l'idée, c'est d'obtenir une pâte de petits pois. Ici, vous avez l'escabèche, vous voyez, qui s'est bien évaporé. Donc là, on est bon, on l'arrête. Ça peut être servi aussi dans des petits ramequins. Vous le servez, vous le mettez avec le poulet, la viande. Ça se mange en fait comme un cornichon, comme un petit condiment. Alors, pendant que l'escabèche est parti et la crème de petits pois est là, puisque ça c'était la tapas numéro 3 et la tapas numéro 4, et que j'ai un petit temps mort par rapport aux cuissons, j'ai un petit temps de latence, on va partir sur la verrine qui, elle, n'a besoin d'absolument aucune cuisson, qui est la petite verrine de hareng pomme granée. Je fais juste un petit peu d'ordre, les filles, pendant que vous découvrez, grâce à Éléonore, tous les éléments donc, de la verrine pomme granée, c'est-à-dire les pommes granny, l'oignon rouge, le petit yaourt à la grecque, les noix et le hareng doux. Alors vous allez voir, c'est ultra compliqué. On part avec une pomme, on la passe sous l'eau. Bien évidemment, on va garder toute la partie peau, puisque dans la pomme granny, ce qui nous intéresse, c'est surtout le vert de la peau. On va prendre un petit saladier où au fur et à mesure, je vais vous montrer comment constituer notre verrine. On part sur un quart de pomme. Je vous rappelle que toujours pour découper, plus vous êtes sur quelque chose de plat, plus vous êtes stable, plus vous êtes sur quelque chose qui bouge, plus vous avez de chances de vous faire une petite blessure, puisque vous n'avez pas de stabilité quand vous découpez. On évite la pomme, c'est-à-dire on va tout simplement se débarrasser de la petite partie oignon. Alors il y a des vides-pommes, mais je trouve que ça gaspille beaucoup de produits, le vide-pomme. Et là, vous allez commencer par faire des petites tranches. Si la peau vous chagrine, vous pouvez aussi enlever une peau sur deux. C'est faisable. Mais c'est tellement bon avec la peau, parce que c'est ce qu'on aime bien dans la pomme granny. Vous voyez que quand je passe à travers la peau, c'est beaucoup plus compliqué, hein, parce que la peau c'est assez dur. Alors que là, vous allez voir, regardez, quand on passe côté chair, c'est beaucoup plus facile de découper tout ça. Alors ça doit se faire à la main. Toujours pareil, je vous le répéterai jamais, assez souvent, demandez de l'aide. Faites rentrer les gens dans vos cuisines. Que ce soit vous qui avez toujours été aux commandes de la cuisine ou que vous ayez découvert la cuisine parce que voilà, ce petit épisode vous a fait peut-être quitter le boulot, vous mettre en arrêt et du coup vous vous êtes dit tiens, je découvre d'autres horizons. Faites rentrer les gens. Je pense que la cuisine c'est un formidable moyen voilà, de se réunir. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais je constate que sur des nombreux cours où ce qu'on appelle les aidants, c'est un mot que j'aime pas trop, mais les proches, la famille, quand ils sont venus vous accompagner dans les cours, là on se rend compte qu'il y a, il y a beaucoup d'empathie. J'ai souvent eu des couples qui se sont redécouverts, c'est pas très poétique, mais autour d'une escabèche par exemple, et du coup ça remet un petit peu de... Voilà, ça a fait redémarrer les machines, et cuisiner ensemble. Bon, en général, on n'arrive pas trop à s'engueuler hein, quand on cuisine ensemble, voilà. Sauf sur des histoires de cuisson ou de méthode, mais en fait on y arrive. Allez, j'ai fini ma pomme pendant ce temps-là. 16h18, on a encore une quarantaine de minutes à passer ensemble. N'hésitez pas, s'il y a des questions, n'hésitez pas aussi si vous voulez faire des suggestions de rentrée. Vous savez que je suis toujours preneur des petites choses que vous avez envie de cuisiner. La pomme granny, on a une petite précaution à prendre, c'est que on va lui mettre un tout petit peu de jus de citron pour protéger la pomme d'une oxydation un peu trop rapide. Voilà, vous voyez, je suis toujours chez Menot, hein, qui font aussi du citron bio, des petits jus de citron. Voilà, c'est parti. On va mélanger tout ça avec une cuillère.
Voilà, comme ça, hop, ça va pas brunir, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une petite oxydation. C'est un petit peu dommage. On va jeter un coup d'œil sur nos petits pois, vous voyez, voilà, qui sont tout simplement en train de cuire à l'étuvée. Je vous montre qu'ici, il y a quand même pas mal d'eau, alors que j'avais mis un tout petit fond d'eau. Et c'est normal, hein, ce fond d'eau, il sert à les préparer au départ. Donc ça, on va les égoutter légèrement avant de rajouter la crème et de les mixer. Et c'est l'amidon du petit pois qui va donner cette pâte de petits pois. Parce que je vous rappelle que les petits pois, si on les déshydrate, ça donne du pois cassé. Hein. C'est ça, les pois cassés, c'est des petits pois frais qu'on a déshydratés, tout simplement. Je vous sors ma science, mais je l'ai appris il y a quelques années. Hein. Je ne savais pas, je n'avais jamais fait le lien. On continue avec un petit peu de fromage à la grecque ici. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça, c'est une verrine qui se mange toute seule et qui réconcilie les gens qui n'aiment pas le hareng. On arrive à faire des trucs assez sympas avec. C'est pas du tout espagnol, hein. J'avais juste envie de glisser une tapas, c'est des petits plats. Hein. On n'a pas parlé de l'origine des tapas. En Espagne, on dit... alors, tapar, c'est un verbe. Ça veut dire fermer, boucher, mettre un couvercle. Mais ça veut dire aussi arrêter, couper. Donc on peut dire tapar la hambre, c'est-à-dire boucher, couper la faim. Il serait dit qu'en Andalousie, il y a deux versions. Hein. Il y a une histoire de petits verres de vin blanc avec des mouches. C'est pas très poétique, hein, ce que je vous dis. Dans les bars en Andalousie, alors on va être très macho, hein, c'était surtout les hommes. Hein, les femmes n'avaient pas le droit de rentrer à cette époque-là dans les bars. Aujourd'hui, tout ça, ça a bien changé, bien heureusement. On servait des petits verres, des tout petits verres à vin. Vous avez peut-être vu des petits verres très étroits. On servait ce qu'on appelle le fino ou le xérès, qui sont des vins d'Andalousie, qui sont des vins oxydés. Et du coup, il pouvait y avoir des moustiques ou des mouches. Donc on avait l'habitude de mettre une rondelle de chorizo ou quelque chose, ou un petit morceau de pain dessus pour pas qu'il rentre dans le vin. Même si je pense que les mouches ou les moustiques sont pas très attirés par le vin, je pense que la chose aussi, c'était d'éviter que les gens se saoulent trop vite. Et le fait d'avoir un petit truc à manger avec, ça fonctionnait comme ça. Voilà. Donc peut-être que les tapas viendraient de là. Et puis après, il y a les rations, demi-rations. En Andalousie, les tapas, ce sont des plats cuisinés. Souvent des abats, de la cochonaille, mais aussi du poisson. Et donc la maîtresse de maison ou du bar ou le maître fait à manger et vous sert ça dans des petites cassolettes. Même en Andalousie, normalement, vous ne les payez pas. Hein, on vous sert des tapas en même temps qu'on vous sert un verre. Au Pays Basque, ça s'appelle les pinchos, ou montaditos, ça change de nom. Pinchos, c'est plutôt un terme basque. Voilà, tapas, ration, pinchos, montadito, il y a plein de choses. Et puis, allez notamment à Saint-Sébastien, vous allez vous régaler. Ils rivalisent d'ingéniosité autour des tapas. Vous avez même aujourd'hui des restaurants où vous pouvez vous asseoir et manger des tapas assis, semi-gastronomiques, à table, sans forcément être au comptoir en train de jouer des coudes. Je mets mon hareng. Je vais rajouter un tout petit peu d'oignon rouge. Et ça, c'est vraiment important. Autant, des fois, je vous dis, mettez les oignons que vous voulez, mais là, franchement, dans celle-là, c'est l'oignon rouge qui fonctionne le mieux. Et on va le tailler vraiment tout fin, tout fin, tout fin. Ou alors de l'oignon doux des Cévennes, mais vraiment, voilà, pas un oignon commun qui aura pas son rôle à jouer dans cette histoire. Vérine a préparé un tout petit peu à l'avance. Et vous allez voir que l'oignon, tout ça, tout infuse en même temps. Ça fait vraiment un super goût. Oui, j'ai rien mélangé encore. Et on termine avec quelques noix hachées. Voilà, je vais prendre l'équivalent de 2 noix. Un petit coup de couteau. On va venir les égrener à l'intérieur. Là, je pense que c'est la recette la plus compliquée que je vous ai trouvée. Hein. Voilà, on est là. Tac, regardez. Ici, on va mélanger un tout petit peu. Le vinaigre, vous l'aurez compris, c'est un peu le fil directeur. On en met, mais vraiment très peu. C'est juste pour donner un petit peu de peps. D'ailleurs, ça vient réveiller le tout. Un petit peu d'huile d'olive. Et si on veut, on va légèrement poivrer. Bien évidemment, vous l'aurez compris, aucun sel dans cette recette, puisque le hareng fait le job. Voilà. Ça, c'est une recette que j'aime, je ne devrais pas vous le dire maintenant parce qu'on part en vacances, mais que j'aime beaucoup faire à Noël. Parce que c'est vraiment un petit côté assez sympa. Alors, on va mettre maintenant tout simplement les moules
à ouvrir. Vous allez voir que ça va relativement vite. J'ai l'impression de faire une course de fond aujourd'hui. Alors, je rappelle, on va revenir dessus, Nine, si tu veux bien, les 2 petites tapas autour du lomo et des œufs mimosa. Vous voyez, ça n'a pas bougé puisqu'on a mis la clim juste au-dessus, donc tout va bien. Je vais vous dresser maintenant la petite verrine. Juste avant, je vais lancer mes 2 cuissons. Là, je vais juste me débarrasser de l'eau de mes petits pois. Voilà. Et je vais remplacer ici l'eau des petits pois par 20 centilitres de crème. Vous voyez, c'est joli les couleurs, hein, quand c'est vert comme ça, là. Le petit pois, il reste vert parce qu'on ne l'a pas trop cuisiné. Hein. Là, ça c'est pour faire ma pâte de petits pois tout à l'heure. Donc tant qu'à faire, on va laisser quand même cuisiner un tout petit peu le petit pois avec sa crème. Tant qu'à faire, autant que la crème s'imprègne un tout petit peu de la chose. Voilà. Ici, j'ai mis de l'huile et je vais jeter mes moules dedans. Pour qu'elle s'ouvre. Bon, les moules, c'est pas compliqué. Hein. Là, j'ai pas fait de courbouillon. Et sinon, une gousaille écrasée, un petit peu de carotte, un petit peu de céleri, et hop, de suite, on a de quoi réveiller le mou. Un petit peu de vin blanc si on avait voulu. Voilà, hop. Là, on va laisser faire tout seul. Je vais vous dresser la verrine, et ensuite, on va pouvoir terminer les 2 dernières tapas. On va avoir largement le temps de tout faire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir, ou tout va bien pour tout le monde ? Je vais vous montrer 2 dressages un petit peu différents. Un dressage tout en transparence. Je vais récupérer un tout petit peu de place ici. Voilà. Hop, ici on est bon. Tout c'est que ce soit toujours propre. Et un petit dressage dans une coque. Ça, on achète ça. Ça, c'est Guy de Graine qui faisait ça. Ça a déjà quelques années. Je trouvais que ça a beaucoup d'élégance pour pouvoir dresser des verrines. Voilà. Ici, vous voyez toujours une cuillère qui prend et une cuillère qui pose. Hein. Donc on a une cuillère qui prend et une cuillère qui nous permet de déposer au fond les éléments, qui va vous permettre de faire des petites choses toutes propres. Voilà. Et toujours pareil, on laisse un petit peu de volume, histoire de dire que... Voilà, ça va venir rejoindre nos petits trios de verrine là-bas. Et ici, pareil, vous voyez, vous allez au fond, vous déposez, hop, et ça permet donc pareil, on va pas jusqu'en haut, on garde un petit côté un petit peu graphique. Et après, ce qui est joli comme tout, c'est de mettre un tout petit peu d'oignon sur le dessus. Et vraiment ciseler très 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 fin, parce que du coup, ça va lui permettre de cuire un tout petit peu. Voilà. Voilà, pour la suite, les filles, vous allez mettre ça à côté, voilà, comme ça on va venir tout assembler au fur et à mesure. Voilà, on est bon. Alors, ici, les moules sont ouvertes. Je vais en faire égoutter quelques-unes parce qu'il va falloir que je les récupère pour mettre un petit peu l'escabèche dedans. Vous allez voir, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là, je vais faire un tout petit peu de bruit. On va bien mixer cette préparation. Donc, j'ai préparé un petit mixeur plongeur. Alors, là aussi, hein, quand vous mixez, petite précaution d'usage, on va enlever une petite partie
Je vais vous montrer ici. On va enlever une petite partie de la crème avant de mixer. Ça, c'est valable pour toutes les soupes. Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas me retrouver avec trop de liquide et du coup quelque chose que j'ai mixé et du coup est trop liquide. Vous pouvez le faire, hein, ça, quand vous faites des soupes par exemple. Vous allez tout simplement enlever un bol du bouillon, vous mixez et vous rajoutez. Alors le seul endroit où on ne mixe pas, c'est sur les tables de cuisson. Hein, parce que le mixeur amène beaucoup de vibrations. Les tables à induction sont bourrées d'électronique. Donc c'est le meilleur moyen pour les abîmer. Donc on va mixer simplement ici à l'extérieur. Même si le meilleur endroit, je vous en parle souvent pour mixer, c'est aussi dans le fond d'un évier, tout simplement. C'est beaucoup plus pratique puisqu'on est au fond de l'évier et on a le mixeur qui est à la bonne hauteur. Alors là, on va simplement mettre un petit coup rapide. Voilà, rien de très compliqué. Je vais en sortir un tout petit peu. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Alors, là aussi, vous avez le choix de faire une émulsion beaucoup plus fine, beaucoup plus granuleuse. Ça, c'est vraiment des histoires de goût. Hop, on va prendre une cuillère. Alors, on revient ici. Vous voyez, donc finalement, la crème que j'ai enlevée, j'ai bien fait de l'enlever. Jusque là, vous voyez, j'ai une petite pâte, en fait, c'est ce que je voulais. Voilà, j'ai quelque chose d'assez... Ça, je vais le mettre un tout petit peu au frigo, puisque l'avantage du froid, c'est que ça va s'épaissir. Donc je vais pas en... Voilà. Juste ça, c'est pour faire un wrap, vous allez voir, ça va aller assez vite. Je le place au réfrigérateur. Et comme ça, on va terminer tranquillement nos moules en escabèche. Moi, je fais un petit peu d'ordre parce que là, j'ai fait un petit peu le petit cochon. J'en ai mis un peu partout. Voilà. Voilà, on est bon. Je vais récupérer les quelques moules pour vous montrer. Alors, je vous les montrer sur un petit plat un petit peu façon basque. On prend, alors en général, je vais sortir les moules, je vais vous montrer. On les laisse un petit peu refroidir. En général, on garde ce qu'on appelle une coquille sur deux. Ça, c'est parce que je vais vous faire une présentation, là, ici, un petit peu plus travaillée, on va dire. Mais sinon, vous pouvez aussi mettre toutes les moules d'un coup dans une casserole et tout simplement tout mélanger. Voilà. Alors, ce qui marche très bien dans les moules en escabèche, ce qui m'a chagriné un petit peu ce matin, parce que vous voyez, celles-là, elles sont pas jojo, hein, les moules là. C'est d'aller chercher des grosses moules d'Espagne. Et là, pour l'apéro, vous aurez un vrai succès garanti. Alors, il y en a qui ne veulent pas s'ouvrir. Je vais prendre celles qui veulent bien rester avec nous. On va en prendre un petit peu plus. Voilà, ça va juste nous permettre de faire un petit dressage, je vais vous montrer. Voilà. Une coquille sur deux, et en général, on vient ensuite tout simplement prendre avec notre escabèche. Vous voyez, ça c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà. Ça fait un petit peu comme des moules farcis, mais vous allez voir que
le côté vinaigré et la douceur amenée par le poivron et les petits légumes. Ça vient vraiment donner une note très 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 sympa. Alors ça c'est peut-être ce qui demande le plus de boulot. Mais je vous dis, là c'est vraiment parce que je vous fais une jolie présentation, parce que sinon, vous me mettez ça tout simplement dans le saladier et vous mélangez les moules dedans. Et donc évidemment l'escabèche va venir se coller entre les coquilles. Vous servez, vous n'enlevez pas une coquille sur deux. Et tout va se mettre en place tout naturellement. Voilà, on continue. Je vais faire un petit peu de persil ciselé aussi. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais mettre un petit peu de propre dans tout ça. Alors là aussi, hein, ça se mange beaucoup plus vite que on a mis le temps à le préparer. Hop. Toujours pareil. Hop. Là, j'avais pas de cerfeuil ce matin parce que je suis pas passé au marché, mais mettez un petit peu de perceuil, un peu de cerfeuil. J'ai dit perceuil, hein, je crois que j'ai mélangé les deux. Et tant que je partais en vacances aussi, je crois. Cerfeuil ciselé au-dessus, et vous allez voir que ça donne un petit goût anisé aussi très très sympa. On se met juste un petit peu d'huile d'olive sur le dessus. Voilà, hop. Je crois que là, le tour est joué, c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà. Et on va passer à notre dernière petite préparation que j'aime beaucoup faire, qui sont les petits wraps de légumes. Donc là, vous allez voir, rien de compliqué. Petite galette. Alors ça, c'est des galettes de blé. Il y a une marque Old El Paso qui les fait en magasin. Ça coûte une blinde. Regardez à côté, il y a toujours la marque du magasin. Ça coûte 2 fois moins cher. J'ai rien contre eux, hein, mais voilà, c'est souvent un petit peu exagéré au niveau du prix. On va avoir ici le petit côté strié. Ça, c'est rigolo. Ils ont voulu faire un petit côté un petit peu grillé sur le dessus. C'est amusant. Je vais récupérer ma pâte de petits pois. Hop. Et on va venir l'étaler sur... Alors, ça peut se faire avec une base de fromage frais, avec type Petit Billy, Philadelphia. Vous pouvez mélanger ce que vous voulez sur de la faisselle. Du petit suisse aussi, ça marche très bien. Là, la crème de petits pois, je trouvais ça assez rigolo. Je l'ai fait une fois avec des petits pois en boîte aussi, parce que je faisais un atelier à l'Institut Cervantes ici à Bordeaux et on ne pouvait pas faire de cuisine. Voilà, on s'est dépanné avec des choses en boîte. Voilà. Et ici, je vais prendre mon chorizo en tranches. Je vais venir simplement le disposer ici, le long de mon wraps. On va rouler en 2 fois. Une première fois ici sur la préparation. Vous allez voir, ça fait un double rouleau. Tiens, on va même s'amuser à mettre du persil à l'intérieur. Tac. Et ici, je viens rouler une 2e fois. Voilà. Hop. Et là, je vais vous montrer une autre astuce aussi, c'est que quand vous faites des wraps, il faut toujours garder une galette en dessous. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est que au lieu de salir votre planche à découper à chaque fois, vous voyez là, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois, il y en a toujours un petit peu trop. Donc, hop, ça déborde, c'est pas grave. Je viens essuyer mon wraps ici sur ma prochaine galette, ce qui fait que hop, ça risque rien. Et sur ma prochaine galette, je vais pouvoir remettre un peu de crème de petits pois. Alors, je pensais en avoir sorti suffisamment pour 2, c'est pas grave, on va la prendre directement ici. Alors, moi j'ai voulu faire quelque chose d'assez granuleux. Après, vous pouvez faire quelque chose de complètement lisse au niveau du robot. Hein. Il suffit de mixer plus, de rajouter un peu plus de crème et de laisser votre préparation refroidir. Voilà, le chorizo. On peut y mettre du mesclun aussi, hein, de la roquette hein, dans ce genre de préparation.
Ce qui fait que dans vos wraps, vous avez aussi quelque chose d'un petit peu plus doux, un petit peu plus moelleux. Voilà, on replie une première fois. Et ensuite, on replie une deuxième fois. Ici, je vais venir l'étaler un petit peu partout. Voilà, tout simplement. On va les découper d'une façon un petit peu rigolote, vous allez voir. Juste le temps de nettoyer un petit peu nos bêtises. Alors si on a vu un troisième, voilà, on le place dessous tout simplement. Voilà pour les galettes. Ça, vous pouvez les présenter soit entières comme ça sur des assiettes, soit simplement les couper en deux. J'avais une amie qui avait fait ça pour un anniversaire, elle les avait coupés en deux, les avait mis dans des gros pots en verre, et du coup on allait tous se servir dedans. Il y avait plein de choses mélangées à l'intérieur. Et nous, on va simplement les présenter ici de cette façon-là. Juste un petit peu de torchon ici. On va faire un petit peu comme une forêt, c'est-à-dire que vous coupez droit ici au départ. Puis ici, au lieu de le couper droit, vous le coupez légèrement en biais. Voilà. On va avoir des choses très colorées. Ici, on recoupe droit, en fait, du coup, finalement. Voilà, on va avoir le rouge du chorizo. C'est parti là. Voilà, on leur donne un petit coup. Ici, hop. Alors là, parce que je vous le fais en direct, le mieux quand vous faites des wraps comme ça, c'est d'aller les placer un petit peu au réfrigérateur. Vous allez avoir quelque chose qui s'est un petit peu durci, qui va être aussi beaucoup plus facile à découper. Hein. Voilà, là c'est les joies du direct, donc forcément, j'ai pas le temps de vous le passer au réfrigérateur. Mais quand c'est un petit peu plus refroidi, on a des découpes qui sont beaucoup plus nettes. Voilà. Donc vous voyez, c'est bariolé, c'est coloré. Ça ressemble un petit peu à l'été. Et si je veux faire des rimes, vous pouvez vous la péter. Voilà. Hop, comme ça, on fait tout en ré. Et si vous arrivez à table avec ça, en général, voilà, vous dites que c'est votre recette. Hein, vous n'avez pas besoin de dire que c'est la recette de Chef Jésus. On s'en fiche. Voilà. Tac. Voilà, des petits wraps tout zébrés pour démarrer un petit été comme on les aime. Hop. On va mettre un petit peu de peps ici par-dessus. Vous voyez, toujours pareil, hein, c'est tout bête, mais les petits persils, les petits zigouigouis, ça met toujours un petit peu plus de coloration. Et ben voilà. Voilà. C'était, j'ai couru pour rien, parce qu'il nous reste encore un petit quart d'heure. Donc les moules à l'escabèche. Je rappelle qu'on a fait l'escabèche d'un côté, les moules ouvertes de l'autre. Plus vous allez me prendre des grosses moules d'Espagne, et plus vous allez avoir des jolis résultats. Les wraps qu'on vient juste de finir, alors crème de petits pois, c'est ce qui est le plus compliqué à faire, mais ça peut être aussi des petits poivrons que vous mixez. Je vous l'ai dit, la base de faisselle, de fromage blanc. Moi, souvent, je prends des petits suisses, un peu de jus de citron, un peu d'huile d'olive, je tartine ça sur mes wraps et je mets à l'intérieur du jambon blanc, du jambon de Bayonne, de la truite fumée, un peu de mesclun et ça marche très bien. Vous en avez des plus grosses. Si vous allez du côté de Saint-Michel ici, il y a toutes les épiceries turques, arabes. Ils ont des grosses galettes de blé beaucoup plus grandes où là vous pouvez faire des wraps beaucoup plus longs. Et puis après on est parti sur un petit montanito avec un confit d'oignon rouge et du lomo qu'on a fait nous-mêmes, du lomo au paprika fumé. La petite tartine de base avec œuf mimosa et petit bellota dessus et les tomates cerises. Et on finit en Scandinavie au Danemark avec une petite tapas de hareng fumé, pommes granny et quelques oignons rouges. Voilà, 5 tapas, c'est vous qui l'aviez demandé. On aurait pu en faire plein d'autres. Hein. Il y a plein de choses qu'on n'a pas faites. Il a fallu faire un choix aujourd'hui. Je vais vous dire un petit peu le mot de la fin. Audrey, je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions. On a encore un quart d'heure ensemble, les filles, hein, donc on en profite. Pour celles peut-être qui n'étaient pas là au début, voilà, je rappelle, on reviendra en septembre
Probablement avec un petit food tour ou une petite food tour, c'est voilà, balade gourmande. Faire le tour des producteurs ou des artisans, en général c'est rue des Remparts, on fait l'épicerie Nouvelle Vague, on passe chez le père Oteiza pour déguster des charcuteries basques, on va chez Rugenko pour déguster de l'huile d'olive, on finit chez Xavier Lallet, Thierry Lallet, pardon Thierry, excuse-moi, je suis fatigué. Thierry Lallet, la Maison Saugnon pour déguster du chocolat et visiter la chocolaterie. Et puis on reprendra les cours en vrai ici à l'atelier. L'atelier qui doit être refait courant septembre. Donc voilà, vous retrouverez un atelier tout beau, tout neuf. Je vous donne quelques actus du côté de l'Institut Bergonié. Pour celles et ceux qui ont peut-être un soin ou qui doivent passer par Bergo ce mardi 29, on refait les menus de la cantine avec mon confrère Jérôme Schilling. Jérôme, il est à la Forie-Péraguet, le restaurant-hôtel Lalique, qui a déjà une étoile. On est à Beaume, dans le Sauternay. Il vient avec moi, ça fait longtemps qu'on voulait collaborer, c'est notre première collaboration. Enfin, deuxième, parce qu'on avait déjà bossé à la foire ensemble. On vient refaire les menus de la cantine en collaboration avec Élise, la chef donc du réfectoire à Bergonié, et les équipes de cuisine de Bergo, les diètes, les nutris. Voilà, on a bossé pour refaire un petit menu qui va être distribué dans les étages, en ambulatoire, à tout le personnel de Bergo, à la cantine. Voilà, on mangera dehors, on fait venir des chèvres ce jour-là, des petites biquettes, il y aura un concert de cloches. Enfin bref, plein de surprises. Si vous êtes à Bergo, ce sera l'occasion qu'on se rencontre. On remet de la vie dans ce jardin, voilà, tous dehors, je crois que ça s'appelle comme ça. Et le mercredi, il y a le chœur de l'Opéra de Bordeaux qui vient chanter en plein cœur de la cour de Bergonié, dans les jardins. Et là, avec plusieurs confrères chocolatiers, on distribuera des petites boîtes de chocolat. Ça, c'est pour remercier le personnel qui a toujours été là pendant la pandémie, pendant les confinements, pendant les couvre-feux. Enfin bref, voilà, ils ont rien lâché. Et je salue les équipes de Bergo parce que pour avoir discuté avec certains professeurs et médecins, ça a été compliqué, ça a été inédit, ça a été difficile pour tous. Voilà, donc on va tous s'auto-remercier ou en tout cas leur faire plaisir. Je cite un petit peu les chocolatiers, hein, Cadio Badi, Maison Saugnon, Luc Dorin, la chocolaterie Brossard à La Réole, la chocolaterie de Lopez à Libourne, Franck Labasse à Pessac. Je suis en train d'en oublier et ça me chagrine un petit peu. L'allée Saugnon, non, je crois que j'ai donné tout le monde. Voilà, ils sont 7 en tout à participer et à nous avoir dit oui. Xavier Lallaire, voilà, je savais que j'en oubliais un, du côté de la rue Fondodège. Merci à vous en tout cas les gars d'avoir dit oui. Ils offrent chacun 50 boîtes de chocolat. Juste un coup de fil, ils m'ont dit oui de suite. Voilà, je savais que je pouvais compter sur leur générosité. Et puis pour nous, ça s'arrêtera là, en tout cas, pour avant les vacances. Et on vous retrouvera en digital et en présentiel à la rentrée. Voilà. Audrey, qu'est-ce qu'on rajoute ? J'ai demandé quelle recette allait-elle faire en premier. Ah oui. Et Christelle a dit verrine et wrap. Et après, elle a répondu ensuite. Et puis tout, en fait. Ouais, et puis tout, en fait. Ouais, après, ça se marie très bien. Alors, petite précaution d'usage. Quand on fait des montaditos, on va peut-être montrer, Léonore, là, tous les pains toastés. On toaste le pain à la plancha, à la poêle ou dans un grille-pain. Ça dessèche le pain et ça va permettre à ce que vous mettez dessus de moins vite humidifier votre pain, donc de garder du croustillant. Bien évidemment, vous imaginez, les filles, que si vous mettez tout ça au réfrigérateur et que c'est pas couvert, vous allez un petit peu abîmer les choses. L'escabèche, simplifiez-vous la vie, mettez toutes les moules dans votre saladier, mélangez le tout et après ça se mange du bout des doigts. Vous embêtez pas à enlever une coquille sur deux, sauf si vraiment voilà, vous êtes en amoureux et qu'il y a 3-4 moules par personne. Les wraps, ça peut se rouler, se garder dans du film alimentaire, même 2-3 jours, ça risque rien, au réfrigérateur. Et ça se découpe à la minute, ça s'emmène à la plage, ça se mange comme ça assez facilement. Les gamins, comme ça leur permet de continuer de courir, ils se boulottent un petit wrap, et après vous les voyez plus, ils vous fichent la paix. Et les petites verrines de hareng, pareil, ça se bonifie. Plus on va laisser le hareng, et plus l'oignon et la pomme va cuire, et plus ça va être tout doux. Bien évidemment, au bout de quelques heures, ça sera un petit peu défraîchi. Régine a dit, je suis contente, c'est la première fois que je vous regarde, c'est super, à bientôt.
Je suis de Biscarrosse, j'ai été soignée pour un cancer à Vergonnier. Eh bien, merci. Et Michi qui dit merci, ça donne envie et bonnes vacances. Eh bien, bonnes vacances à toutes, voilà. Et n'hésitez pas à nous faire part. Il y a l'onglet contact Bergonnier, il y a mon 06 sur les fiches. Envoyez-moi vos réalisations. Je prends toujours plaisir à vous répondre. Pas le jour même, mais voilà, je vous mets toujours un petit coucou. Je remercie encore Pomona qui finance ces ateliers. On est en train de mijoter, puisque ces ateliers s'appellent Qu'est-ce qui se mijote. Je me souviendrai toujours Martine, une bénévole de l'ERI qui était venue me trouver ici, et c'est comme ça qu'on a construit tout ça il y a 8 ans. Je remercie la présidente du clan, Nathalie Le Gall, Monsieur Portolan aussi qui nous accompagne beaucoup, François-Xavier Mahon bien évidemment, le directeur général de l'Institut Bergonnier, Laura Innocenti qui est derrière aux commandes, enfin il y a vraiment toutes les équipes de com, Gérald Carmona, Lucie, enfin bref, il y a plein de monde. Et je vous redis encore une fois, voilà, l'énorme plaisir que j'ai d'être avec vous à chaque fois, qu'on ne rompe pas ce lien et qu'on continue voilà, on vaincra tout ça. Et l'idée, c'est vraiment de mettre tout ce qu'on peut mettre à votre service. Voilà. Audrey, un petit mot pour terminer. De bons petits commentaires de fin. Donc de nouveau, bonnes vacances à tous. Bonnes vacances à tous, vive la cuisine et à la rentrée. Merci chef ainsi que toute l'équipe. Bonnes vacances à vous. Nous, on essaiera de prendre un peu de recul avec nos médecins. Vacances et gourmandises, la vie est belle, merci. Et c'est top encore une fois. De Anne. Et ben c'est sur vos paroles qu'on va terminer les filles. Merci, ça nous fait chaud au cœur. Abonnez-vous à la page Facebook de l'Institut Bergonnier, c'est comme ça que vous aurez les informations. Moi je remercie ici Nine et Éléonore qui faisaient leur premier jour de stage et qui ont plongé direct dans l'univers quotidien de Chef Jésus. Moi-même je vais prendre aussi quelques quartiers de vacances. Je vous retrouve tous les matins sur France Bleu Gironde, 100.1 pour celles qui sont sur Bordeaux. Il y a d'autres fréquences pour celles qui sont sur la Gironde du lundi au vendredi. Je serai à l'antenne encore jusqu'au 16 juillet. Après, je prendrai mes quartiers d'été et je reprendrai à la rentrée. Merci à Charline qui a fait des photos pour partager sur les réseaux sociaux. L'école Vatel qui nous accompagne aussi toute l'année. Et merci Audrey d'avoir été à la modération. On vous souhaite tous un grand bain d'été et de vacances. À très bientôt les filles, on vous embrasse.